Mais à l'époque, j'avais des Converse troués, je travaillais sur une tablette Surface reconditionnée. J'avais l'énergie, j'avais l'envie, mais je savais pas où aller. Si tu m'avais dit, t'auras 200 000 abonnés, tu vas gagner tant, t'auras accompagné des milliers de clients, je me serais dit, comment? Que s'est-il passé? Comment t'as fait en fait? Je me suis enfin mis en premier dans ma liste de priorités. Prends des risques, crée ton propre média, crée du... Hello, bienvenue à tous dans un nouvel épisode de Note à moi-même. Aujourd'hui, je reçois Thibault Louis sur mon podcast. Coucou Thibault, je suis trop contente de te recevoir. Mais pareillement. Comment ça va? Écoute, en ce moment, un peu low énergie. Ça, donc, tu vois, le mec commence à être négatif. Mais je pense que c'est pour plusieurs raisons. Il y a beaucoup de travail actuellement. Et à Lisbonne, on est à Lisbonne. Il fait très, très chaud. Aujourd'hui, je crois qu'il fait 34, ou un truc comme ça. Je sais pas pourquoi j'ai un peu du mal avec la chaleur. Alors les gens vont me dire pourquoi tu t'es mis à Lisbonne, mais là, en ce moment, il y a plein de gens qui me disent que ça les... On est au max, là, on est mi-août, c'est le max. Ouais, je crois. Ouais. Donc un peu low énergie, ça me fait très plaisir d'être là, en revanche. Et, trop bien. On a un passif et un futur. Pas niveau client, tu m'as acheté des trucs, je t'ai acheté des trucs. Donc on se connaît. Très bien. On se connaît déjà, en fait, un peu. Bah justement, déjà, on va remonter l'énergie pendant le podcast, j'espère. Ouais. Et ensuite, je voulais en fait commencer par raconter comment on s'est rencontrés. Parce que c'est une histoire qui est importante, je pense, à partager. En gros, quand j'ai fermé ma boîte, donc c'était il y a 1 an et demi, j'ai liquidé ma première entreprise. Et toi, tu as été un des seuls créateurs de contenu à m'envoyer un message sur LinkedIn quand j'ai fait le post d'annonce. Tu m'as envoyé un message et tu m'as dit courage, avec un smiley qui sourit, tu vois. En soi, c'était pas grand-chose, mais déjà, t'as été un des seuls à le faire, alors que je connaissais du monde, tu vois, je connais quand même du monde dans l'écosystème. Et c'est vrai que quand tu vis une étape comme ça, genre, tu vois un peu les gens qui te soutiennent, tu vois un peu les vrais visages des gens. Et toi, tu m'as soutenu et surtout, tu t'es pas arrêté là et t'as continué à me parler et tu m'as vachement encouragée et t'as été un peu mon mentor pendant cette période-là parce que c'est toi qui m'as mis sur la voie du personal branding, du ghostwriting. C'est toi qui m'as amené mes premiers clients quand j'étais freelance. Et donc déjà, voilà, je voulais te remercier publiquement. Et je sais aussi que t'as pas fait ça que pour moi. Je sais que tu l'as fait avec d'autres entrepreneurs dans l'écosystème. Donc ma première question, c'est pourquoi tu fais tout ça et pourquoi t'aides les gens? Alors merci, je m'en rappelais plus. Alors pourquoi j'aide les gens? C'est intéressant parce que tu sais, il y a toujours cette dualité où les gens, quand ils me connaissent pas, ou certains peuvent être heurtés par des propos que j'ai en ligne et penser que tu vois, je suis une personne dure, voire désagréable ou un connard, etc. Et et il y en a, je pense, qui doivent croire qu'on les paye pour dire l'inverse. Quand ils disent, bah, Thibaut, Thibaut, il a sauvé mon business, Thibaut, il m'a trop aidé, des choses comme ça. Un jour, j'ai écrit que c'était plus facile d'avoir l'air d'un connard en ligne que d'une personne sympa. J'ai pas envie de me faire passer pour un sauveur ou pour un truc comme ça parce que après, les gens, ils ont pas de limite, ils te demandent plein de trucs. Et ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi, ça veut pas dire que je l'ai fait pour tout le monde. Tu vois, il y a énormément de gens qui m'écrivent, je réponds à très peu, je réponds assez peu, en fait, au final, euh, parce que sinon tu passes tu deviens secrétaire gratuit, quoi. Ouais, c'est clair. Mais en revanche, pourquoi je l'ai fait pour toi? Déjà parce que, pour être honnête, quand j'ai vu ton passage dans l'émission Qui veut être mon associé, tu sais, c'est une blague récurrente qu'on fait. Moi, il y a plein de secteurs où je me dis, mais les pauvres, tout ce qui est restauration, food, cosmétiques, textile, tous les trucs green, les trucs, les apps, B2C, enfin bref, les boissons, tu vois, ça finit souvent mal. Alors les gens vont me dire oui, mais il y a plein de trucs qui finissent bien, etc. Mais hier, j'écoutais une interview de Nicolas Santiveil, c'est le mec qui a créé Ami, qui a un gros succès. Et je pense il a confondé The Couples aussi. Ouais. Et à un moment, il dit dans le podcast, il dit ouais, les trucs à la Cézanne, je sais pas, enfin tous les trucs Koukaï ou j'en sais rien. Tu sais, il y en a énormément qui ont fermé là ces dernières années, même des grandes enseignes de textile parce que c'est dur, quoi. Et quand tu arrives sur le plateau et que tu dis je vois les deux jeunes et vous dites oui, en gros, on va sauver le monde en faisant de l'upcycling.
je me dis, putain, mais il y a tous les Les red flags sont là. Bah ouais, tous les red flags sont là de l'entreprise où je me dis, mais qu'est-ce qu'elle va galérer? Elles font jamais d'oseille, ces filles, quoi. Et un jour, j'avais créé un post LinkedIn et je sais pas si tu te rappelles, et j'avais écrit tous les secteurs d'activité où j'irai jamais et pourquoi. Et tu avais commenté. Et tu avais dit pourquoi tu penses au niveau du textile. Et je sais plus ce que je t'avais répondu. Mais en fait, j'avais senti une interrogation. Et donc, et je pense que déjà, ta boîte allait mal à ce moment-là. Et je pense que c'est. En fait, j'ai senti que ça. T'as vu allait la pas. détresse? Je dirais pas la détresse, mais en fait, j'ai senti qu'il y Ouais, avait ouais. une interrogation, une curiosité de ta part. Mais euh, quand j'ai vu votre passage dans Qui va devenir associé, je ne donnais pas cher de votre peau, quoi, hein, clairement. Mais il y a une phrase, tu sais, dans Peaky Blinders, il y a un mème où il y a Tommy Shelby qui est là. Et en fait, tu le vois crier. Et il dit Why no one fucking listen to me? Et, tu vois? Et genre, pourquoi personne n'écoute jamais? Parce qu'en fait, le mec, il passe. Tu vois, il est visionnaire, il voit les trucs. Et évidemment, il dit les trucs. Les gens les font pas. Et ils finissent par se brûler, voire par se faire tuer, tu vois? Et alors que le gars passe sa vie à diriger et il dit mais putain mais écoutez-moi et d'ailleurs il est très écouté mais parfois c'est un peu des têtes brûlées quoi tu vois. Donc bon j'ai un peu fait une digression. Pourquoi j'aide les gens à la fin quand même quand tu fais de l'entrepreneuriat pourquoi tu le fais. Pourquoi tu montes des boîtes tu vois. Quand je suis arrivé dans mon master tu vois en école de commerce il me dit donc il y a des oraux. Ouais. Et là, tu as un VC, un entrepreneur, qui s'appelle Marc Fournier, que je salue. Bon, il regardera jamais cet épisode. Pourquoi tu veux lancer des boîtes? Et il me raconte pas du bullshit. Et je lui réponds pour aider les gens. Il me dit, je te crois pas. Et je dis, je pense que c'est la meilleure manière d'aider les gens, c'est de monter des boîtes. Il me dit, mais ça, c'est un discours de façade. Dis-moi la vérité. Dis-moi de quoi tu rêves. Est-ce que c'est de l'argent? Est-ce que c'est la gloire? Tu vois, est-ce que c'est la fame? Est-ce que c'est le statut? Enfin, tu vois, en fait, il voulait savoir ce qu'il y avait vraiment, tu vois. Et à l'époque, je savais pas, j'avais pas en fait le dark pattern, tu vois. On dit souvent qu'il y a une bonne et une mauvaise raison de faire les choses. Et je crois que tous les entrepreneurs derrière chaque entrepreneur que je rencontre, il y a un peu une bête blessée. Donc, je pense qu'en fait, pourquoi je veux aider les gens, et j'essaie de le faire d'une manière ou d'une autre, je pense qu'il y a deux raisons. Je pense qu'il y a une raison vachement égoïste, qui est que quand tu vois que tu as aidé quelqu'un, il y a un sentiment d'accomplissement, de sens, de gratitude. Et je pense que c'est tous, enfin, la majorité des gens, ce qu'ils cherchent, c'est du sens et accomplir des choses. Donc ça, c'est la raison égoïste. Et on va dire l'autre raison, c'est une raison de give back. Je crois que c'est les 10 principes d'une vie honorable de Nassim Taleb. L'un des premiers, c'est rendre. Je crois que la vie m'a fait des cadeaux et qu'il faut que je rende, tu vois, d'une manière ou d'une autre, quoi, tu vois. Pourquoi? Parce que à un moment, j'étais perdu dans ma vie, j'avais pas de boussole, et il n'y avait pas en fait de personne qui pouvait me guider, en fait, me sortir de cette situation. Et je me dis parfois, ce que j'essaie de faire, c'est j'essaie d'être la personne qui aurait été là au moment où j'en avais besoin. Et j'ai une période compliquée, je pense entre peut-être mes 21 ans, 22 ans jusqu'à mes 27 ans. Tu vois, c'était dur, quoi. C'était dur et j'avais pas la boussole. J'avais l'énergie, j'avais l'envie, mais je savais pas où aller. Ouais, ça c'est. Enfin, on dit souvent ça, mais quand t'as beaucoup d'énergie, t'as beaucoup d'ambition, mais t'as pas la direction. Genre, c'est le pire truc, quoi. Parce que C'est fou. Ouais, t'as envie de faire des trucs, et t'as trop d'énergie, t'as trop d'ambition, mais t'es en mode. Tu sais pas où aller. Et d'ailleurs, toi, Enfin, c'est assez incroyable, justement, pour revenir sur ton parcours, c'est que, en fait, il y a 5 ans, bah, t'étais encore perdu, quoi. C'était en 2020, t'étais encore personne te connaissait. Perdu. T'étais complètement perdu. Et là, aujourd'hui, en fait, t'as été, là, j'ai vu, t'as été classé numéro 1 créateur LinkedIn, la catégorie, c'est quoi la catégorie? Business ou business en ligne. Ouais, business en ligne, mais du coup, numéro 1 France, quand même, tu vois, c'est pas rien. Je sais que t'as eu pas mal d'autres
succès, ton business il marche très bien aujourd'hui. Voilà, t'as quand même pas mal, t'as fait pas mal de trucs incroyables en 5 ans. Enfin, t'as changé de vie genre 360 fois 4, tu vois. Et tu peux nous raconter un peu justement, comment t'as fait en fait? Ouais. Oui, j'ai fait une belle remontada, ouais. Ouais, une Ouais. grosse remontada, ouais. Je sais même pas si à 5 ans, si tu m'avais dit, en fait, voilà, dans 5 ans, t'auras ça, je me serais dit, Thibaut, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Qu'est-ce que t'as mis en place pour avoir ça, en fait? Genre, tu vois, si tu m'avais dit, t'auras 200 000 abonnés sur les réseaux sociaux, tu vas gagner tant, tu vivras à Lisbonne, tu auras accompagné des milliers de clients, je me serais dit, comment en fait? Qu'est-ce que s'est-il passé, quoi? Ah, c'était impossible à l'époque pour toi. Genre, ça aurait été un doux rêve, un doux songe, où je me serais dit, oh, ce serait tellement fou. Et aujourd'hui, j'ai ça, quoi. Et alors, tout n'est pas parfait, hein. Il y a plein Non, bien sûr, de mais trucs. Et puis, à chaque chose positive, t'as des inconvénients, t'as des downsides. On peut pas montrer que le côté brillant. Euh, comment t'as fait alors? comment Justement, j'ai si tu devais expliquer au Thibaut d'il y a 5 ans, justement, ce truc-là, si tu devais lui expliquer, genre, tu lui dirais quoi? Je pense que le premier, il y a beaucoup de choses, hein. Mais ce qui m'a aidé, c'est de suivre ce qu'on appelait à l'époque le mouvement Indie Hacker. C'était en gros, c'était souvent des Américains, des internationaux. Ils bidouillaient des trucs un petit peu avec avec des outils, les outils de l'époque, hein. En 5 ans, les outils se sont beaucoup améliorés, surtout avec l'intelligence artificielle, tu vois, tout ce qui est Claude, ChatGPT, Lovable. On peut faire des trucs, Perplexity, on peut faire des choses il y a 5 ans, on n'imaginait même pas possible. À l'époque, les mecs, ils bidouillaient à l'époque, l'outil s'appelait Integromat. Aujourd'hui, ou je sais même pas si Zapier existait. Aujourd'hui, ça s'appelle Make. L'integromat, je crois que ça a changé en Make. En gros, ils bidouillaient des SaaS, des petits trucs, etc. Et donc, c'était vraiment indie, donc indépendant, hacker. Donc, c'était souvent des mecs qui bidouillaient en slip dans leur canapé. Et je voyais ce mouvement de loin et je me disais, comment on rentre là-dedans, comment on bidouille et tout. Et en fait, j'ai commencé petit à petit à m'intéresser. Et en fait, à l'époque, personne autour de moi vraiment pouvait m'expliquer ce mouvement, connaissait. Et il y a un podcast qui s'appelait Indie Hacker. J'écoutais plein de gens. Il y avait un mec. Alors, le mec a un peu disparu il s'appelle Drew Riley, qui expliquait ce genre de choses. Ensuite, j'ai commencé à suivre Peter Levelt, Daniel Vassallo. J'ai écouté les articles de Paul Graham. Tu vois, je suivais un peu. Il y avait Jack Butcher qui était qui était super. Il faisait des super visuels. David Perel. Et le GOAT ultime. Et là, j'ai lu le livre et ça a été une révélation. C'était Naval Ravikant. Naval Ravikant, il a écrit. Alors, l'histoire, c'est qu'il y a un livre qui s'appelle The Almanac of Naval Ravikant. Et en fait, on dit souvent le livre de Naval Ravikant, mais en fait, c'est pas lui qui l'a écrit. C'est un auteur qui s'appelle Eric Jorgenson, en fait, il a repris toutes les tweets, les podcasts, les conférences, tout ce qu'avait dit à droite à gauche Naval Ravikant. Et en fait, il a pris tous ces bouts et il a structuré ça dans un livre avec juste des paraphrases de Naval Ravikant. C'est juste en fait, il y avait un puzzle et il en a refait un livre et il a donné ça à Naval Ravikant. Et il a dit, bah écoute, si tu veux, on publie. Et Naval, en fait, a lu le livre et a dit, bah, j'aurais pas pu écrire le livre mieux moi-même. Et c'est un livre fascinant, fantastique. Alors, il y a 3 parties, c'est argent, bonheur, santé. Et il explique plein de trucs. En gros, il te dit bah, que
il te faut de la santé parce que sinon t'as pas d'énergie et tu vas mourir, quoi, en gros. Voilà. Ensuite, t'expliques le bonheur, c'est que voilà, t'as des gens stressés, on vit dans un monde complexe et que le business c'est dur et que voilà. Donc voilà le bonheur, quoi, le bien-être et l'argent, c'est qu'il te dit c'est dur d'être heureux et en bonne santé si t'as pas d'oseille, quoi. Et d'ailleurs, il a écrit un truc dans le livre, il dit, je le dis en français, mais il a dit, on dit en français, on dit l'argent ne fait pas le bonheur. Et lui, il a fait un tweet et le dit dans le livre, il dit, mais le but de l'argent n'a jamais été le bonheur, mais c'est la liberté, en fait. On compare souvent l'argent avec le bonheur. Euh, mais pourquoi, en fait peut-être que le but de l'argent, c'est la liberté. Et si dans la hiérarchie des valeurs, la liberté est haute, ça a un impact sur le bonheur. Donc en fait, c'est pas l'argent en soi qui a un impact sur sur le bonheur, pardon, mais c'est un impact sur la liberté. Et si la liberté est haute dans des valeurs, et moi j'ai eu une discussion avec JetGPD et je lui ai demandé quelles étaient en fait, les choses les plus importantes pour moi selon lui et selon nos discussions. Il a répondu la paix intérieure et deux, la liberté. L'argent vient bien après, en fait, alors que je pensais que ce serait beaucoup plus haut. L'argent, en fait, et je parle beaucoup d'argent en ligne, et donc beaucoup de gens me le reprochent parce que ça montre leurs propres limites. Mais en fait, l'argent est un moyen qui sert à quelque chose de très important pour moi, qui est la liberté et la paix. L'argent peut aider beaucoup à la paix. Voilà. Donc voilà ce qui s'est passé. J'ai lu tous ces mecs-là. J'ai appelé mon pote Théo Maréchal, qui était un des seuls gars à peu près à l'époque qui comprenait un peu. Lui, il était aussi, il vivait au Japon et il faisait des apps en no-code pour des clients américains. Donc c'était le seul mec qui comprenait un peu de loin. Et je l'appelle et je lui dis, écoute, j'ai lu de Naval, j'ai lu tous ces mecs-là. J'ai compris la théorie. Maintenant, comment je l'applique à moi, en fait? Et là, à ce moment-là, toi, t'es quoi? T'es salarié, étudiant? À l'époque, quand je fais cet appel avec Théo, je viens de démissionner, en fait. On a fait une rupture conventionnelle à ma demande avec une entreprise. Et je sens que je suis pas aligné. Ouais. Donc, il y a un court laps de temps autour de septembre 2020. Donc, il y a quasiment 5 ans, jour pour jour. Ça l'avait pas fait avec la boîte. Pour plein de raisons. On va dire tort partagé. Mais je voulais plus. Il y avait deux choses que je voulais plus. Et pourtant, j'avais recommencé des process d'entretien avec des boîtes. En fait, à un moment, je suis allé à un entretien. Je dis, qu'est-ce que j'en ai à branler de cet entretien? J'en avais rien à foutre, quoi. C'est une boîte qui comptait les trucs d'affluence. Je me disais, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de ces trucs-là? Bref. Donc là, je sors de cette boîte et je me dis, non, mais en fait, tu vas pas reprendre un boss. C'est plus possible. T'as plus l'énergie et tu retournes pas à Paris, en fait. Je me rappelle que le jour où j'ai signé, en fait, j'ai signé en mars, je sais plus en quelle année, en février, mars 2020, je sais plus. Je signe dans le train. Je monte du sud à Paris pour prendre mon poste. C'était le lockdown, etc. J'avais la boule au ventre dans le train. Et c'était en partie lié à Paris, quoi. Hein. Paris et salariat, combo. Oui, c'est peut-être aussi pour ça que je suis plus fan de Paris. C'est peut-être que j'ai des mauvais souvenirs, en fait. Ok. Ouais. Donc, et donc, je commence à publier sur LinkedIn quasiment le 1er janvier 2021, en fait. J'ai eu une petite période où avant, je survivais en donnant des cours d'échecs que j'aimais pas du tout. Parce que j'ai eu une carrière semi-pro aux échecs. J'ai un titre qui s'appelle Medfeed. Donc, j'ai largement le niveau de donner des cours à des gens avancés, etc. Un bon joueur ne fait pas toujours un bon prof. Mais je pense que j'avais de la pédagogie, j'avais déjà fait ça étant étudiant, mais je ne pouvais plus pas blairer ça. Et je suivais en fait depuis un moment les gens sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur LinkedIn, sur Insta. À l'époque, j'aimais pas Insta, je trouvais que c'était un réseau
un réseau superficiel. J'ai un peu changé d'avis. Je regardais pas trop YouTube ou alors les interviews de Naval Ravikant là. Mais je suivais, voilà, il y avait des gens qui bougeaient sur LinkedIn, Jordan Chenevier, Grégoire Gambato, qui m'a beaucoup inspiré. Je regardais ce que faisait Arthur Aubeuf, Nina Ramen. Et à l'époque, en fait, je me disais, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens tu sais, qui se moquent des gens sur LinkedIn, sur les réseaux et sur TikTok, enfin, et des gens qui disent des trucs et ils se moquent. Je pense que ces gens sont sceptiques et en gros ne se rendent pas compte de la puissance des réseaux sociaux au service du business. Et je vais être honnête, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais à l'époque, quand Grégoire, Gambato, tous ces gens, ils publiaient sur LinkedIn, je me disais, est-ce que ça rapporte vraiment du business? Est-ce que ça rapporte vraiment des clients, ces trucs-là? Et j'étais pas sûr, en fait. Je me disais, ça se trouve, ils font ça juste pour faire les clowns. Mais je me dis, il y a un truc. Certains partageaient leur chiffre d'affaires, etc., etc. Donc, je commence à publier sur LinkedIn en disant que j'allais faire copywriting. Donc, en fait, j'allais faire les pages de vente, etc., etc. Et je parle de tout et de rien, de types d'écriture. Bon, je pars un peu de nulle part, quoi. Et très vite, ça prend. Ça prend, tu vois, je faisais, je sais pas, 50, 60 likes. Aujourd'hui, peut-être les nouveaux se disent peut-être c'est pas beaucoup, tu vois, c'est pas énorme, mais à l'époque, c'était bien, hein. À l'époque, tiens, LinkedIn, c'est pas les mêmes stats Ouais, ouais. aujourd'hui à l'époque, hein. À l'époque, quand tu avais 20 000 abonnés sur LinkedIn, C'était t'étais énorme. déjà une resta, quoi, tu vois. Toi, tu partais de zéro, là. Tu pars de zéro. Quasiment, ouais. Donc, en fait, là, t'es perdu chez toi, t'as regardé tous les créateurs de contenu et tout. T'as appelé ton pote, tu lui as dit comment je peux faire ça pour moi. Et en fait, la première action, ça a été de poster sur LinkedIn. Ouais. Ok. Arrêter d'être suiveur et commencer à être créateur. J'ai pris mon courage à deux mains. Et c'est marrant, premier post sur LinkedIn, premier commentaire, hater. Ah ouais. C'était fou. Et là, tu te dis quoi? Je me dis, ça commence bien quand même. Parce que je me suis dit, en fait, enfin, ça commence bien en rigolant. Parce que tu sais, t'as une liste de peurs, en fait. Bah oui. Pourquoi les gens ne publient pas. Quand je fais mes bootcamps sur LinkedIn, j'aime bien poser une question. Je dis, avant de publier un post, de 0 à 10, 10 étant la douleur la plus forte, quelle est votre peur de publier? Forcément, enfin, ou alors, il y a des gens, parfois, ils mettent 8, tu vois. C'est-à-dire qu'ils ont la boule au ventre, ils ont peur de dire des bêtises, d'avoir quelqu'un qui les insulte, etc. Et donc, moi, les haters, ça m'agace Ouais. plus qu'autre chose. C'est que je ne les crains pas, mais ils me saoulent, en fait. Tu Ouais. vois? Toi, t'avais peur là? C'était combien sur 10 Je sais pas, peut-être 5. Ça va. Ouais. Ok. Mais je vais pas donner son nom, mais je m'en rappelle encore. Ce qui est marrant, c'est que ce gars, 2 ans après, il a demandé, il voulait que j'écrive pour lui. Trop marrant. Il y a une phrase que les Américains utilisent qui est audience first, product later. Donc, c'est-à-dire, bouge, en fait, fais des trucs, rends-toi visible. Naval dirait, prends des risques sous ton nom propre. Et en fait, les opportunités vont venir et tu vas voir au fur et à mesure. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est que moi, j'ai gigoté, en gros, sur Internet. J'écrivais des trucs un peu à droite à gauche, je faisais des mèmes, je peux donner des types d'écriture, je donnais un peu mon avis sur des choses à droite à gauche. Je parlais des réseaux sociaux, je parlais par exemple, pourquoi Emmanuel Macron s'est mis sur TikTok, ou voilà, j'écrivais ce genre de choses qui étaient un peu globales, donc réseaux sociaux, je parle un peu de pub. Il n'y avait pas une ligne éditoriale très claire, mais ça marchait pas trop mal. Et là, on en revient au premier point que tu as dit, qui était pourquoi tu aides autant de gens. C'est que en fait, il y a un point qu'on oublie souvent chez les créateurs de contenu. Un avantage, c'est l'avantage d'être sympa. Parce que en fait, si tu es sympa et que les gens t'aiment bien, bah, tu pars déjà avec un certain nombre de likes de tes copains. Et au final, bah, moi, j'avais la chance à l'époque d'être soutenu. Donc, en fait, quand je publiais un post sur LinkedIn, j'avais au moins 15 likes, des anciens de mon master,
de mes copains. Voilà, donc forcément, ces gens-là te like, donc d'autres gens te voient. Et très vite, j'ai des gens que j'avais de mon ancien réseau, en fait, c'était d'abord ça, qui commencent à m'envoyer des messages. Ah, c'est bien ce que tu fais, c'est marrant. Est-ce que tu pourrais éventuellement le faire pour nous? Et là, je découvre donc un truc. À l'époque, les gens n'appelaient pas ça du ghostwriting. Ils appelaient ça écrire pour les autres. J'en avais jamais entendu parler. Donc, quelqu'un me dit, ben, tu peux faire ça. Et donc, je lui dis, oui. Il me dit, combien ça coûte? Je lui ai dit, bah, écoute, laisse-moi revenir vers toi, je te fais une offre. Et t'imagines, tu dois écrire un post LinkedIn, donc tu vas vendre un truc que tu sais même pas que c'est un métier, tu sais même pas, et donc tu te dis, bah, combien je vais facturer, comment je vais délivrer, est-ce qu'on fait un contrat, etc. Et donc j'ai fait un truc au doigt mouillé, quoi, et j'ai envoyé, il m'a dit OK. Et donc j'ai signé mon premier contrat comme ça. Donc c'est venu à toi. Tout est venu à moi. C'est ouf. Mais au début, tu as quand même dit, vas-y, choisis une niche. Et ma niche, c'est copywriting au début. Ouais, j'ai mis copywriting un peu au pif, en fait. C'était pas hyper recherché, quoi. T'as pas passé 1000 ans à dire, ok, j'ai fait commencer par quoi, etc. Non, bah, j'ai vendu aussi. Bah, je vendais d'autres trucs. J'ai vendu des images animées, des mèmes. Ça, Ok. quand je raconte ça, les gens, ils sont morts de rire. En fait, je faisais 10 mèmes 500 euros. Ok, mais ça, on t'a demandé. Genre, Non, mais je l'ai mis sur LinkedIn. il y a des gens qui t'ont demandé. Ouais, il y a des gens qui m'ont dit, qui m'ont dit, ouais, vas-y, 10 mèmes 500 euros. Trop bien. Et je me retrouve être là. À l'époque, j'étais chez mon père. Et j'étais sur une toute petite table qui faisait office de bureau. Et je commence à aller sur Canva et même Generator. Et en gros, je parle 1 heure avec la personne. Donc, je lui pose des questions et tout. Je donne des idées. Et je lui demande de me trouver des paradoxes, des trucs drôles de sa vie du quotidien. Et ensuite, je lui balance 10 mèmes, quoi. Et ça, j'en ai vendu j'ai dû le vendre 4 ou 5 fois. Et en fait, j'utilisais ces mèmes sur LinkedIn, ça faisait rire les gens. Et en fait, mon deuxième avantage compétitif, c'était, je pense, l'humour. Il y avait des gens que je faisais rire sur les réseaux sociaux. Enfin, ce qui les faisait rire, c'était mes vannes, quoi. Et donc, ils arrivent et ils me disent, bah écoute, en fait, on aime bien ta tonalité humoristique. On aimerait bien, en fait, avoir la même. Et donc, je leur dis, bah, ouais. Et là, commencent à s'enchaîner les contrats de ghostwriting. Du coup, je switch, j'enlève copywriting même et tout. Et j'écris même pas ghostwriter. Parce que Théo m'avait dit que le mot avait mauvaise connotation. Ok. Donc, j'écris une phrase qui est restée légendaire. D'ailleurs, même des haters l'ont utilisé en mettant Thibaut, Monsieur, j'écris les postings des dirigeants. C'est-à-dire qu'en fait, la phrase est devenue tellement limpide, et donc il y avait écrit, j'avais juste une phrase, Thibaut Louis, j'écris les posts LinkedIn des dirigeants. L'offre était cristal claire. Mais tu vois, c'est tellement simple qu'il y a des gens, et je parlais hier avec une cliente que je salue, qui s'appelle Marie-Laure, mon voisin, et elle me dit, mais c'est du génie, en fait, tellement c'est limpide, tu vois. Mm. Et en fait, à l'époque, personne n'avait écrit cette phrase. Aujourd'hui, si tu vas sur LinkedIn et que tu tapes « J'écris les posts LinkedIn des dirigeants » ou « J'écris les posts LinkedIn des CEO », tu vas avoir une centaine de descriptions. J'étais pas le premier à le faire, mais j'étais le premier en France à démocratiser ça. Tu vois, ça c'est sûr. Et il y a plusieurs gens qui me l'ont dit. Donc peut-être tu as eu beaucoup de demandes. En fait, à un moment, j'avais un CRM où je notais à chaque fois les gens qui me demandaient. Comme ça, je mettais en cours, validé, et trucs. En fait, à un moment, j'en ai tellement eu que j'ai arrêté de remplir le CRM. En fait, ça me prenait trop de temps et je me disais, oh, je m'en fous. En fait, de toute façon, les gens, ils font la queue. À un moment, les gens faisaient. Enfin, ça va être hyper orgueilleux ce que je disais, mais les gens faisaient la queue, quoi, pour que j'écrive leur post LinkedIn. T'es devenu Chanel, quoi. T'étais une marque de luxe. Bah oui. Et là, je rencontre, fast forward 1 an après, j'avais bien avancé, je vais dans un co-living à Tenerife,
dans les îles Canaries. Et je rencontre un petit génie du business qui s'appelle Elliot Meunier, que je salue. Et mec, il va vite. Hein. On est à l'aéroport. Et le gars, tu vois, c'est un mec qui... Voilà, il va très vite, donc il n'est pas dans les salam alek, tu vois. Il pose des questions, il est très intéressé, pas intéressé dans le sens intéressé, tu sais, il veut quelque chose de toi. Il est très intéressé vraiment par les gens, tu vois. Comme on dirait là dans le livre de Dale Carnegie, il est genuinely interested into people, qui est un conseil, c'est-à-dire ne fais pas semblant d'être intéressé. Et c'est vraiment de te mettre dans l'idée de je vais m'intéresser à cette personne sincèrement, tu vois. Parce que cette personne a probablement quelque chose aussi à t'apporter, tu vois. Mais je pense qu'Eliot, il le faisait parce que naturellement, vu qu'il est curieux, il a envie de résoudre des problèmes. Et donc, en fait, il fait le tour de mon business en 15 minutes. 10-15 minutes. Mon business était simple, hein. Il avait mon chiffre d'affaires, il avait mes process, etc. Et il me dit la phrase double tes prix clochard. Il avait écouté mes podcasts avant de me rencontrer et tout. Il savait que j'étais pas facilement offensé. T'étais à combien à l'époque? 250 € de l'heure. Ok, donc t'as doublé à 500 € de l'heure. Ouais. Ok. 250 € de l'heure. C'est pas mal déjà. Certaines personnes qui nous regardent me diraient... Enfin, tu vois, en fait, on en parlera peut-être plus tard, mais dans l'argent, c'est une question de barrière et de mental. Donc, et Elliot me dit, double tes prix. Vraiment, il pensait qu'avec la... Et donc, parce qu'il m'a demandé, il me dit, est-ce que tu as des recos? Je dis oui. Est-ce qu'elles sont prêtes à que tu leur donnes publiquement? Je lui dis oui. Donc, il me dit, bah, là, tu as quand même un mec qui a levé 4 millions. Là, tu as un mec qui a levé 8 millions. Je veux dire, tous les freelances de 27 ans, ils bossent pas. Tu vois, on leur donne pas le personal branding du CEO, quoi, tu vois. Hier, je vois un truc passer. Je sais pas si tu l'as vu passer. Offre d'emploi, Head of Content, donc en fait du CEO de PayPal, 280 000 $ par an. Donc 4 ans après cet épisode avec Elliot. Donc Elliot dit 500 €. On est en décembre, donc on est à la fin de l'année, donc je termine, en fait, je clôture l'exercice comptable. Et pour la première fois de ma vie, j'ai plus de 5 chiffres sur mon compte en banque. Ce qui aujourd'hui me paraît complètement... Enfin, je m'en fous, quoi, tu vois. Mais à l'époque, j'étais pas dépensier, j'avais des Converse troués, je travaillais sur une tablette Surface Windows Pro 4 reconditionnée. Ça veut dire que je l'avais acheté d'occasion. Mon téléphone, c'était un téléphone que j'avais acheté sur Back Market, dans le sens où j'avais un mindset de hyper frugal, quoi. Je dépensais très peu, etc. Donc forcément, bah, quand tu fais des mois à plus de 10 000 ou 20 000 € de chiffre d'affaires, ça s'accumule, quoi. Et à un moment, je regarde le compte en banque et je me dis, putain, Thibaut, en un an, il s'est passé des choses, quoi, tu vois. T'avais pas réalisé, quoi. Non, j'ai réalisé vraiment à la fin. Et tu passes d'un mode de survie à un mode de, c'est quoi le plan maintenant? Tu vois? Est-ce que je vais continuer à faire ça? Donc j'envoie un message à tous mes clients. Je leur dis, l'année s'achève et je suis ravi d'avoir pu collaborer, travailler avec toi. Je vais être honnête avec toi, je monte mes prix. Ça passe de temps à temps. En tout cas, de mon côté, ce sera avec plaisir de continuer avec toi. Mais si de ton côté, tu préfères arrêter, pas de souci, tu as juste à me répondre à ce message-là et puis on s'arrête. Enfin, je le formule de manière très polie, etc. Et je me dis, est-ce qu'il y a des gens qui vont accepter le nouveau prix? Ah, t'avais peur? Non, j'avais pas peur. Ok. Parce que je faisais de l'acquisition. Ouais, mais t'étais curieux de savoir si les gens allaient accepter le fait que tu doubles les prix. En fait, un prix, il n'est pas obligé d'être affiché. Ouais. Mais le prix, tu peux le monter, mais tu peux le baisser. Tu vois, hier, je voyais une vidéo de Chris Scholly, que je salue, où il expliquait qu'en fait, son heure de conseil, d'abord, il a mis à 500, ensuite, il a mis à 1000, après, il a mis à 1500, et en fait, il s'est rendu compte qu'à 1500, ça vendait beaucoup moins, donc il est revenu à 1000. Tu vois, donc tu peux stabiliser, en fait. Un prix, ça peut se monter, mais ça peut se baisser aussi, tu vois.
Ça peut aller dans les deux sens. Donc je me suis dit, si tu perds toute ta clientèle, au pire, si à un moment tu vois qu'il y a vraiment une barrière limitante, tu continueras à faire de l'acquisition parce que les gens continuaient en fait À te demander. Ouais, mais tu reviendras à un prix, puis à un moment tu stabiliseras, quoi. Et à ce moment-là, j'interviewe Elliot. Et je raconte, en fait, cette histoire de 250 à 500. Et là, j'ai un client qui m'appelle et il me dit, j'ai écouté le podcast Thibaut. Et il m'avait dit, on avait dit qu'on commencerait à la rentrée en janvier. Je lui dis oui. Il m'a dit, on avait tapé pour 250. Je lui ai dit, oui. Enfin, on n'a rien signé, mais c'est ce que je t'avais dit, mais c'est plus valable, en fait. Et il me dit, ouais, mais si tu m'avais dit oui à 250, je lui dis, écoute, j'entends, mais bon, on n'a rien signé, mais si tu veux qu'on travaille ensemble, c'est 500. Et il m'a dit, est-ce qu'on peut trouver un deal quand même? Et j'ai dit, ok. Donc, premier deal signé, 350 ou 400 de l'heure. Ensuite, j'ai créé un deal, je monte le prix, et le gars me répond, haha, la princesse, allez, vas-y, go. 20 minutes après, quoi. Alors que je venais de lui dire qu'on doublait les prix. Et le mec, il se marre, en fait. Il s'en foutait. Bon, elle avait levé 4 millions à l'époque. Donc, bref. Il y en a qui me disent non, c'est pas, ça commence à faire beaucoup, mais on est ravis, voilà. Il y en a qui acceptent. C'est le principe. Ouais, il y en a qui acceptent. Et du coup, quand il y en a un qui accepte, évidemment, certains qui verront cet épisode se diront, c'est des pigeons. Mais un CEO qui lève 8 millions, c'est quand même rarement un pigeon. Tu vois, il sait ce qu'il fait, quoi, en général. Enfin, pas toujours, mais il fait pas toujours tout bien. Mais il prend des décisions rationnelles. Ouais, mais après, là, la force que tu as eue, c'est déjà, tu es arrivé sur un endroit où il y avait du besoin. Donc, tu as tapé directement à un endroit où il y avait déjà un manque parce que personne ne le faisait en France et il y avait un besoin. Et surtout, quelque chose qui a énormément de valeur parce que, comme tu le dis, en fait, la réputation d'un millionnaire ou enfin, d'un CEO, etc., en ligne, en fait, ça peut lui rapporter beaucoup plus. Donc, toi, tu lui crées un truc qui a énormément de valeur pour lui, sa personal brand. Oui. Oui, clairement. Je travaillais avec un mec qui est un des entrepreneurs les plus anciens de l'écosystème tech français. Il crée déjà des boîtes dans les années 2000. Donc, il a une cinquantaine d'années, peut-être, voilà, à peu près. Et il fait un dîner avec des amis à lui qui sont tous millionnaires, qui ont des boîtes, etc. On avait écrit un post à l'époque sur la différence entre le business en France et aux États-Unis de son point de vue, parce que lui, il avait travaillé à Miami. Le post part viral, il est sélectionné par la rédaction de LinkedIn, tous ses potes le voient. Et tu te dis quand même, c'est des mecs, ils sont millionnaires, ils ont des boîtes avec 80 employés ou plus de 100 employés. Et il me raconte, le mec, que en fait, pendant le dîner avec ces 4 entrepreneurs vraiment avancés, tout le dîner part une conversation sur son post LinkedIn à Miami. Et tu te dis, mais attendez, les gars, vous allez monter des... Moi, je me dis, ils ont monté des boîtes de ouf, ils gagnent beaucoup d'argent, mais pour eux, ils commencent à lui poser beaucoup de questions. Mais c'est génial, t'écris vachement bien, j'ai trouvé ça super, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, ça m'a fait réfléchir. Juste avec un post LinkedIn, tu vois. Donc, c'est le pouvoir des réseaux sociaux. Et alors qu'ils auraient pu parler de plein d'autres sujets. Non, mais ça a énormément de valeur. En fait, les gens se rendent pas compte à quel point ça a de la valeur de publier en ligne, d'avoir une personal brand, etc. C'est une valeur, c'est un des plus gros leviers de notre époque. Mais juste pour que t'expliques, que les gens comprennent bien, en fait, en gros, quand t'es ghostwriter, c'est quoi ton taf? Et quand tu dis 500 € de l'heure, en fait, c'est quoi? Genre, pendant 1 heure, t'es au hôtel avec le client et vous faites quoi? Alors, c'est intéressant parce que j'ai pas toujours facturé à l'heure. Ok. D'ailleurs, c'est marrant, t'as un débat en ligne, certains te disent non, ne facture pas autant, facture à la valeur. Comment tu définis en fait la valeur? Le problème que j'ai eu en fait, c'est que quand je facturais, à un moment je facturais au pack. Parce que la première question que les gens me posaient quand tu factures à l'heure, c'est qu'est-ce qu'on peut attendre en termes de livrables en 1 heure? Ouais, donc combien de postes? Voilà. Qui est une question tout à fait légitime qu'on me posait souvent.
Et je lui disais, bah, ça dépend de toi. Si tu travailles, on peut en faire 3. Si tu fous rien et que t'as pas d'idée, bah, ça va être difficile. J'ai décidé à un moment voilà. À un moment, au début, je proposais un pack de 10 postes. Le problème, c'est que quand tu proposes un pack de 10 postes, c'est que tu dois passer du temps avec le client. Je vais dire il y a 4 points bloquants. Le premier, c'est que si le client est lent, ben 10 postes, ça va te prendre beaucoup de temps. Parce que en fait, tu as besoin que le client il t'explique son raisonnement, son idée et tout, et toi, tu traduis en un post LinkedIn. C'est ça que tu fais en fait. Tu écris bien son idée. Bah oui, c'est ce que je faisais. Mais il y a un problème que tu as évoqué toi-même. C'est quand tu commences à écrire le truc et que le mec, il te fait 1000 retouches, quoi. Les allers-retours, les trucs. Et en fait, là, tu commences à te dire, putain, il me casse les couilles, lui. Donc, j'ai eu ça. Après, il y a l'autre problème, c'est le client qui publie pas. En fait, tu lui fais son post, il publie pas. Ouais, ça, c'est Du ouf. coup, il te dit, non, mais ça compte pas, blabla. Et le troisième problème, et on en revient encore à un truc paradoxal, parce que tout le monde, enfin, beaucoup de gens en ligne pensent que je suis un connard. Le problème, c'est que quand tu as des clients et que tu leur parles pour leur post LinkedIn, en fait, ils te lâchent pas la grappe, ils te racontent leur vie, en fait. Tu deviens leur psy. Ouais, parce que c'est hyper perso en fait. Tu peux partir dans des sujets un peu. Ah, mais il y en a, mais oui, et en fait, il y en a un, à la fin, il m'a dit, tu sais, Thibaut, au fond, je t'ai contacté parce que je voulais lancer sur LinkedIn, mais tu sais, si on fait ces heures-là, c'est parce que j'ai besoin de parler à quelqu'un, en fait. Oh, choupi. Tu vois. Donc, à un moment, je me suis dit, il y avait un client, je vais pas donner son nom. Et là, on avait un deal en pack à l'heure, il faisait que me parler tout le temps et tout. Et puis, on avançait jamais, partait dans tous les sens. Je me suis dit, ok, écoute, Thibaut, tu passes à l'heure. Comme ça, les gens, déjà, ils arrivent à l'heure. Mais tu vois, ils voient le temps tourner, quoi. Ah, ils en ont pas leur temps. Ouais. Et je me suis dit, c'est tel tarif et c'est pas négociable. Et en plus de ça, ce que je faisais, c'est que, parce que tu vas me dire comment tu convaincs un CEO à 500 € de l'heure, ce que je faisais, et ça, c'était un truc qui m'était venu d'une boîte qui s'appelait Olapic. Alors, je sais pas si ça existe encore, mais en fait, Olapic, quand tu les contactais, ils te demandaient ton chiffre d'affaires annuel. Et en fait, en dessous d'un chiffre d'affaires annuel, ils t'appelaient pas. Donc, en fait, moi, ce que j'ai fait, quand la personne venait, il recevait un formulaire. À l'époque, j'utilise un outil qui s'appelle Typeform. Aujourd'hui, tu peux utiliser Google Forms ou moi, j'ai un outil que j'adore qui s'appelle Tally, T-A-2-L-Y. Et en gros, chaque personne qui me contactait pour ça, elle recevait un lien vers un Tally. J'expliquais exactement voilà comment ça se déroule, voilà combien ça coûte, voilà le budget minimum, ce qu'on appelle le minimum level of engagement, c'est-à-dire combien tu vas payer au minimum par mois. Donc c'était au minimum 1000, 1500 quoi. Au début, c'était 1500, après c'était 2000, et à la fin, c'était 4000. Mais j'explique en 2 secondes, mais on en reviendra pourquoi j'ai mis 4000. En gros, j'ai voulu me virer de mon propre job. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis dit, trouve une limite haute où, en fait, plus personne ne veut t'acheter. Et comme ça, tu es obligé d'arrêter de vendre ton temps contre de l'argent. Et j'ai eu des épisodes magnifiques. J'ai une dame, une avocate, et à un moment, j'écrivais, donc j'ai écrit, voilà, tac, 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 750 € de l'heure. C'est pas le plus haut où je suis allé. La dame était tellement offensée, elle a commencé à m'insulter en fait. Elle m'a dit mais vous prenez pour qui même les meilleurs avocats fiscalistes de Paris, ils se mettent pas à ce prix-là, ce qui est faux d'ailleurs. Il y a des avocats fiscalistes dans le 7e qui sont à plus que ça. Mais j'ai eu souvent cette comparaison avec l'avocat fiscaliste. Et je dis oui, l'avocat fiscaliste, il t'aide. Mais en gros, c'est un peu un tacle, quoi. C'est te dire, bon, bah, à ce prix-là, t'es plus cher que mon fiscaliste. Mais c'est un red flag pour moi, parce que je me dis, alors là, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que là, comme c'est pas important pour toi, très bien, bah, à ce moment-là, prends quelqu'un d'autre, me casse pas les couilles. Je disais pas, tu vois. Mais voilà, 750. Mais du coup, t'as mis à 4000 parce que ça en avait marre de faire ça. En fait, j'avais envie de réduire mon nombre de clients et d'augmenter le panier moyen. Ok.
Parce que chaque nouveau client, il n'y a pas que les heures à faire, il faut l'onboarder, il y a la ligne WhatsApp, tu vois, il y a plus de factures. Tu vois, Ouais. ça paraît con, mais Toi, tu voulais un business simple, moins de clients, plus d'argent. ouais, Enfin, ouais. ok. Et puis, je voulais surtout, je voulais jouer avec les limites hautes parce qu'un jour, j'en avais marre en fait de faire du ghostwriting. Alors, Ouais. comment ça marche? Comment ça fonctionne, ce que tu m'as dit? J'ai une master skill. Et certains diront c'est de l'arrogance. Moi, je pense que c'est juste de la confiance, parce que j'en ai parlé avec d'autres. La question, c'est à quel moment tu écris le post. Et moi, je faisais un truc, parce qu'en fait, je voulais plus me faire avoir. C'est que le gars parlait, j'écrivais En même temps. en même temps. Et j'écrivais pendant le call, et je faisais publier au gars le truc pendant le call. Très chaud. Pour- Très, très chaud, ouais. Pourquoi je le fais? Parce que les gens avaient peur Oui, de après, publier. après, il publie pas. Tu dis tu vas publier, ils te disent oui. Hmm. Tu poses la question. Et donc la personne, tu lui dis. J'avais une cliente, euh, bon, je pense pas que je puisse dire son nom, on va éviter, mais un jour, j'étais au Sri Lanka et je lui dis tu as publié ce post? Parce qu'elle avait peur, tu vois, c'était un post assez Engageant. émotionnel. Elle me dit oui. Et je lui dis bah, si tu veux le publier, on le publie maintenant. Et là, elle fait tu vois, elle commence à bugger. Et je lui dis en fait, tu vas pas le publier ce post. Elle m'a dit je sais pas. Et je lui dis, bah, du coup, on va le publier maintenant. Comme ça, c'est fait. Et elle a publié. Ouais, elle a publié, elle a publié. Ça a marché. Ouais, ça a super marché. Oh, c'est parti viral. Trop bien. Mais du coup, t'avais quand même trouvé une de tes zones de génie, quoi. Parce que pour réussir à écrire un post, que moi j'ai été ghostwriter aussi, mais pour réussir à écrire un post pendant que le client te parle, faut être très très fort. Du coup, toi, c'était quand même une de tes zones de génie, le fait d'écrire, etc. Ouais. Ça, en fait, c'est ça, ta force, c'est que tu as trouvé direct ta zone de génie et tu as pu l'appliquer directement sur LinkedIn parce que, aussi un truc qu'on n'a pas dit, mais là, tu avais autant de demandes, tu avais beaucoup de demandes clients, etc. C'est parce que pendant ce temps-là, tu continues à faire tes propres posts sur LinkedIn, donc tu continues à avoir ton acquisition en permanence, donc de la demande entrante, en fait, tout le temps. Surtout, ça a été exponentiel. Je te fais le topo. À l'époque, en 2021, le Graal, déjà, c'est si tu avais 10 000 abonnés sur LinkedIn. 10 000 abonnés, tu vois, je sais plus pas combien tu as sur LinkedIn, toi, 30 000 ou 40 000? Ouais, 26 000. 26 000. Ouais. Mais à l'époque, c'était énorme, 26 000 abonnés sur LinkedIn. Tu vois, Ouais. la plateforme, elle a complètement changé de dimension, quoi. Tu vois, aujourd'hui, à l'époque, tu vois, Grégoire Gambato, c'était la Rosta, il avait 40 000 abonnés. 40 000 abonnés, et déjà, c'était genre un des boss, quoi. Aujourd'hui, tu regardes Anthony Bourbon, par exemple, il a plus de 500 000 abonnés. Tu vois, c'est plus les mêmes ordres de grandeur. Mais quoi. ça, c'est le max, genre. Enfin, c'est genre un des top. Pour un entrepreneur français, Ouais. il a été classé numéro 1. Justin Welch en business, je crois qu'il doit avoir 700 000, un truc comme ça. Ouais. Après, tous les autres personnes qui sont dans d'autres sphères, ça va être Christine Lagarde, Macron, Gabriel Attal, des gens comme ça. Mais c'est des personnes qui sont connues publiquement, quoi. Bill Gates, il doit avoir il a des millions d'abonnés, tu vois. Mais bon, ça c'est voilà. Mais là, on parle, nous, en tant à notre niveau, quoi. Qu'est-ce qu'il est possible d'atteindre en tant que personne qui n'est pas une célébrité qui part de zéro et qui crée son contenu. Voilà. Et sur LinkedIn, c'était pas comme sur YouTube. Il y a plein de gens qui n'utilisent pas LinkedIn ou qui n'ont pas LinkedIn ou qui n'ont pas le réflexe de s'abonner comme sur YouTube, par exemple. Donc toi, ça a été exponentiel. Ouais. Alors, donc, je pars de zéro. On va commencer, 1er janvier 2021, pour simplifier. Je pars de quasiment zéro. Enfin, j'ai un réseau de connexion de mon master, de blabla. Entre le 1er septembre et 1er janvier, je suis passé de 10 000 à 35 000. Ok. Explosion complète. T'as changé quoi pour y arriver? Alors, qu'est-ce que j'ai changé pour y arriver? 8 août 2021, je prends une décision, publier 2 fois par jour sur LinkedIn au lieu d'1 fois. Donc tu publies 2 fois par jour. Ce qui est beaucoup. À l'époque, aujourd'hui, pas forcément. Oui, mais ce qui t'a permis de grossir de manière exponentielle, c'est de passer à 2 posts par jour. Ouais. Okay. Ah, mais la courbe... Donc en fait, tu passes tes journées soit à gérer tes clients, soit à réfléchir à tes posts LinkedIn. Ou à glander, ouais.
Franchement, je bossais pas beaucoup, hein. Tu travaillais pas énorme, ouais. Non. Donc voilà, je te réponds. Publier 2 fois par jour sur LinkedIn. Ensuite, il y a un autre truc, c'est un changement de stratégie. C'est quand j'ai commencé à documenter ma vie de freelance et de parler notamment de sujets financiers. Là, quand tu commences à parler de chiffre d'affaires, de prix à l'heure, donner des tips pour les freelances, qui n'était pas ma cible. Ma cible, c'est les CEO de boîte. Bah, j'ai ouvert le scope et là, les gens ont commencé à m'identifier. Thibaut, il a une audience de freelance. Et c'est là où je commence à avoir des demandes de sponsoring par des boîtes de freelancing. Et c'est là où je fais ma première campagne d'influence avec une marque qui s'appelle Indie. Ok, donc là, en fait, tu as niché ton contenu. Mais j'ai plus parlé d'argent et de freelancing, ce qui m'a amené pas mal de gens. Et il y a un post, alors, je ne comprends toujours pas pourquoi il est parti en live. Je fais un post qui fait 1,5 million d'impressions. Le post commence par j'ai perdu 5 000 € à cause d'une erreur administrative en freelance. Tu mets erreur administrative, tu te dis pas que freelance, tu te dis pas que le truc va intéresser des gens. Et je parle de la fameuse du prélèvement libératoire, la taxe sur le prélèvement libératoire, que énormément de gens ils se sont trompés sur ça. Et du coup, enfin bref, j'explique en fait que du coup, t'es pas taxé sur ton chiffre d'affaires à la source, ce qui est hyper pratique quand tu es en micro, parce qu'en fait, t'as pas à te demander combien d'argent tu vas payer, parce qu'en fait, l'argent vient de piquer l'État, vient de piquer tout à la source, et tu sais que au moins tu as réglé tous tes impôts, c'est fait. Ce qui est pratique, parce qu'en fait, tu sais combien d'argent il te reste sonnant et trébuchant, et tu peux commencer à investir, tu peux regarder. Là, aujourd'hui, quand je regarde les trucs, tu dois payer l'année d'après, tu sais jamais s'ils vont te rajouter des taxes, si tu as oublié un truc, c'est de taxes. Donc en fait, tu es obligé de te mettre dans des cas avec des trésors beaucoup plus grandes, parce que tu dis sinon je peux être à court de trésor, donc tu vois, moi je trouvais ça pratique. Et j'ai 2 potes, pourtant j'avais fait le poste, ils n'avaient pas le droit au prélèvement libératoire alors qu'ils avaient coché. Moi c'était l'inverse, j'avais le droit et je l'avais pas coché. Et du coup, j'ai perdu je sais plus combien de milliers d'euros parce qu'en fait, du coup, t'es taxé, j'ai payé l'impôt sur le revenu. Ouais. Et du coup, je payais beaucoup plus d'impôts, quoi. Du coup, Et ce poste, il t'a ramené beaucoup d'abonnés. je gagnais, c'était incroyable. Il y a un moment où je gagnais il y a un moment où pendant, je sais pas, peut-être 10 jours, 12 jours, je gagnais 1000 abonnés par jour. Ah ouais. 1000 abonnés, ouais, c'était fou. 1000 abonnés par jour. Parce que, en fait, je pense que les gens se sont dit, le mec, il est pointu, quoi, sur son sujet, parce que le sujet était pointu, hein. Le prélèvement libératoire pour expliquer les trucs, etc. 2, j'avais dit une connerie dans mon post, mais oui, mais c'est fiscal. Et du coup, j'ai plein de fiscalistes qui m'ont dit oui, alors, mais en fait, c'est pas exactement ça, c'est truc de tac. Donc tout le monde vient mettre son nez et je leur dis bah oui, mais vous vous rendez compte que si vous venez me corriger, c'est que c'est pas si simple, donc c'est qu'il y a un problème. Ensuite, ça tape sur l'État. Donc les gens se disent putain, c'est trop compliqué, etc., etc. J'explique aussi j'explique ma situation à l'URSSAF. Et l'URSSAF me dit ben non, mais on s'en bat les couilles de ton truc, t'avais qu'à cocher la case en fait, tu vois. Donc évidemment, ça tape sur l'URSSAF. Et je pense que le dernier truc, c'est il y a des gens qui écrivaient sous le post, ils disent Thibaut, grâce à toi, je viens de me rendre compte qu'en fait là j'avais 2 semaines pour cocher la case, sinon et donc il y a des gens, tu leur sauves la mise, quoi. Je sais pas ce qui s'est passé avec ce post. Ouais, mais t'as créé le débat, quoi. Aussi. Ouais, du débat. C'était intéressant pour les gens. Ouais, c'était utile. Oui, parce que et j'avais amené la chose, je pense, d'une manière parce que voilà, j'ai perdu 5 000 € à cause d'une erreur administrative. Je pense pas que ça intéresserait les gens, et c'est vrai, c'est une histoire vraie, quoi. Et de toute façon, les gens le savent. Je veux dire, combien de gens ont perdu des milliers d'euros à cause du prélèvement libératoire? Personne. Qu'est-ce que tu veux comprendre que t'es au moment où tu crées ta boîte? T'as une micro-case, est-ce que vous voulez faire le versement libératoire? T'en sais rien. Et je pensais que je l'avais coché. En fait, j'ai demandé, ils m'ont renvoyé le truc. Et en fait, j'avais pas coché la case. Ok. Alors que la conseillère Pôle emploi m'a dit de la cocher. Donc j'ai fait une erreur.
J'ai zappé. Mais t'as une toute petite case comme un con. Ouais. Et en fait, normalement, je crois que t'as plusieurs mois après pour modifier ton statut. Mais moi, je comprenais pas. En gros, l'État venait pas chercher l'argent à la source. Et donc, en août, je me dis, mais pourquoi ils me prélèvent pas les impôts là? Ou pas assez d'impôts? Et là, il y a un gars qui me dit, mais t'es sûr que t'as coché? Et là, j'appelle une boîte géniale qui s'appelle Super Indep, qui aide les entrepreneurs sur la déclaration et tout. Et il m'explique tout ce que j'ai fait, pas fait, etc. Il fait les courriers à ma place, enfin les emails. Parce que j'étais en panique, en fait, tu vois. Ouais. Je savais pas je comprenais pas. Et il me dit, et donc on a régularisé, on a fait les trucs. Et grâce à lui, j'ai coché le prélèvement libératoire, ce qui m'a permis d'économiser beaucoup d'impôts l'année d'après. Ok. Et du coup, à quel moment t'as passé les 100 000 abonnés, les fameux 100 000? Ah oui, donc 35 000, ensuite ça monte, et j'ai dépassé 100 000 abonnés, je pense, en décembre 2023. En fait, j'avais une grosse croissance. Selon Favicon, à un moment, j'avais la plus grosse croissance en abonnés de l'année 2021 ou 2022, je sais plus. Ouais, c'est ouf, ouais. Ouais. Et là, il y a de la croissance, mais c'est stable, quoi. Là, j'ai 127 000 abonnés à peu près, un truc comme ça. Donc, j'ai pas énormément, depuis les 100 000, j'ai pas énormément monté. Je pense qu'il y a un plafond de verre, mais je continue quand même à prendre 2000 abonnés par mois, peut-être. À la différence d'Instagram où je prends rien, quoi. Ouais, c'est déjà bien. C'est bientôt les 10 000 sur Insta. Bah oui, mais ça fait 1 an que je stagne. Ouais, mais après, t'es grave investi sur LinkedIn, donc ça montre aussi juste que... Ouais. Non, mais ouais. Et alors, du coup, donc là, t'as complètement changé de business parce que t'es plus ghostwriter, etc. Et donc, c'est quoi ton business actuel? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vends? Ouais. Il y a certaines personnes comme Nina Ramen ou Théo Rossi ou autres te diraient que voilà, il faudrait une offre, un canal, une cible. Moi, je m'ennuyais en fait avec le ghostwriting, tu vois, même si tu gagnes de l'oseille, tu te dis, bon, tu vas rester toute ta vie à écrire des posts LinkedIn pour des gens, bon, relou, quoi. Même si, évidemment, tu te dis, bah, ça gagnait bien. Mais je me suis dit, je peux faire d'autres choses, donc j'ai lancé des bootcamps LinkedIn. Donc, le bootcamp LinkedIn, c'est plutôt des cours, quoi. En fait, tu formes les gens à poster sur LinkedIn. Et j'onboard environ entre 20 et 40 personnes à chaque fois pour 2 semaines. Ok. Ça, c'était bien, c'était pas mal, c'était rentable. Et j'ai fait une édition que j'appelle l'édition All Star. J'avais que des restas dedans. Il y avait Laura Chetaille, il y avait les 2 filles de Dijon, Anouk Le Terrier et Lisa Soulois, qui préparaient en fait leur lancement post qui veut être mon associé. On a fait le plus gros lancement commercial post qui veut être mon associé de toutes les saisons confondues. Je sais plus combien, des millions en quelques semaines. Tu vois, donc pour les haters, allez voir Anouk et Lisa et dites-leur que mon métier servait à rien. Si, on a chauffé leur audience. Elles font 2 millions d'impressions le jour post qui vote mon associé, et ce qui se transforme en plusieurs millions d'euros de ventes cumulées sur plusieurs semaines ensuite. Il y avait Jérémy Coleman, la star, qui fait plusieurs millions par an en chiffre d'affaires, bien sûr. Il y avait Marion Carnero qui gaze bien aussi. Il y avait Amandine Barthes qui a plus de 100 000 abonnés. C'était une édition qui était. Il y avait c'était Mais costaud. t'avais choisi ou ils sont tous ces genre du hasard? Non, c'est du hasard. C'est du hasard. Wow. C'est du hasard. Ils sont tous dit, c'est le moment. Donc ça, c'était mon deuxième Produit. Ouais, deuxième produit. Et après, j'ai créé des cours. Donc au fur et à mesure, donc j'ai créé le manuel LinkedIn avec Maud. Ensuite, j'ai créé un cours qui s'appelle Solopreneur d'élite. C'est les méthodes pour se développer quand tu es freelance solopreneur, tu vois, pour avoir les bonnes pratiques, etc. Après, il y a eu les 100 templates LinkedIn, qui a été un carton, que j'utilise encore maintenant dans les bootcamps LinkedIn. Et il y a eu 2 autres cours, Virality Short, sur les vidéos courts sur les réseaux sociaux, et un cours qui s'appelle la méthode Bossistan. C'est un cours sur comment lancer un cours. Voilà, il y a des gens qui font des blagues là-dessus d'ailleurs, qui disent oui, t'es un pyramide de Ponzi. Mais c'est comment marketer un cours. Voilà. Okay. Et j'ai lancé une communauté en 2023 qui a duré 1 an, qui s'appelait les punks du web.
où en fait, ils avaient accès à des cours, à des vidéos, et c'était une communauté en fait de freelance, de solopreneurs. Euh, et c'était le plus dur de tous. Et j'ai mis fin 1 an pile après la création du projet. Il y a plus de 1000, entre, je sais plus, 1200 ou 1500 personnes en tout qui ont été. Il y avait en moyenne 500 personnes qui étaient là, mais il y avait des gens qui rentraient, qui sortaient, parce qu'en fait, c'était un abonnement. Et ça, je l'ai coupé parce que ça me prenait trop d'énergie et je voulais plus le faire. Ce qui était dur, c'était ça? C'était que c'était trop énergivore pour toi? Je pourrais faire tout un épisode de podcast sur les punks du web, mais il y a 2 trucs. En fait, il y avait trop d'humains, il y avait trop de gens, quoi. Donc c'est comme les flux en discothèque. En fait, à des moments, s'il y a personne, ben c'est pas bien, mais s'il y a trop de gens, ça devient chiant, quoi. Tu vois. Mm. Et donc, je devais gérer les flux, quoi, et c'était un peu pénible. Il y avait beaucoup de ce qu'on appelle du churn, donc des gens qui venaient, qui partaient, Ouais. qui venaient, qui partaient. Ça faisait beaucoup de factures, ça faisait beaucoup de trucs, et puis voilà, le low ticket, ça rapporte pas beaucoup d'argent, quoi. Faut faire beaucoup de volume, en fait. Ok. Donc là, tu t'es focus sur les bootcamps LinkedIn? Ouais, quand j'ai fermé les punks du web en août 2024. À l'époque, on a gagné pas mal d'argent avec les cours. Et donc, j'avais arrêté les bootcamps LinkedIn pendant un temps. Et donc cette année, on a fait full bootcamp LinkedIn. Et donc, on a repris le bootcamp LinkedIn, mais sous une autre forme, moins cher. Et on a en fait un truc qui m'a beaucoup soulagé, c'est qu'on a enlevé les appels en tête à tête avec moi. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, chaque client qui prenait le bootcamp, on lui enlevait la possibilité, enfin, on ne lui donnait pas la possibilité de faire un appel avec moi, ce qui en fait m'a permis de réduire drastiquement mon nombre d'heures. Parce que c'était pas scalable. Parce Mm. que à chaque personne supplémentaire, c'était 1 heure d'appel en plus. Ouais, donc là, t'as plus la main, tu peux onboarder genre 100 personnes dans chaque bootcamp. Ouais, ouais. Sans souci. D'ailleurs, c'est la moyenne, 100 personnes. Et là, j'ai prévu voilà, de lancer 2 cours complémentaires, enfin 2 cours supplémentaires. Donc, un cours sur la newsletter, enfin créer et accélérer sa newsletter sur Substack. Et dans un deuxième temps, je crée un cours complet sur comment créer un podcast vidéo et réussir son podcast vidéo. Euh, voilà. Donc aujourd'hui, comment je gagne ma vie? Voilà, j'ai lancé un mastermind aussi. Donc mais on a fait plusieurs éditions. C'est des week-ends à Lisbonne, etc. J'ai annulé celui de septembre parce que c'était un de trop, quoi. C'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de stress. Tu dois être à ton top de ton game parce que les gens viennent pour toi. Voilà, donc j'ai un ensemble de choses, mais cette année, ce qui va être la grosse partie de l'assiette, ouais, ça va être les bootcamps LinkedIn. Et je réfléchis à éventuellement relancer peut-être un autre projet, mais je sais pas, j'hésite encore. Ah, il y a du suspense. Et pour les masterminds, bah, du coup, moi, j'avais participé aux 2 là. Enfin, j'ai fait celui de Paris et celui de Tarazout cette année. Ouais, Et d'ailleurs, ceux qui n'ont pas écouté, j'avais fait un épisode de podcast sur celui de Tarazout Ouais. où je fais tout un feedback sur comment c'était et tout. C'était hyper intéressant. Et ça a été justement un des trucs qui m'a le plus aidé, moi, à débloquer mon money mindset, tu vois, à passer des caps sur combien facturer, justement, combien tu pouvais faire au mois, ce qui était faisable et tout. Et toi, t'as un très bon money mindset. Enfin, on voit que tu l'as taffé. Comment t'as fait justement pour réussir? Parce qu'aujourd'hui, t'arrives à te facturer 1 000 € l'heure, c'est ça? Ouais, bah, c'est ce que la dernière fois où j'ai ouvert mon Calendly, oui, c'était le prix. Et il y a des gens qui ont acheté. Ouais, je l'ai ouvert pendant 2 semaines, j'en ai vendu 10. Ce qui est très bien. Et du coup, ça a été quoi le taf sur l'argent? Parce que tu m'as dit, il y a même pas 3 ans, t'avais des converses troués et tu dépensais pas ton argent. Comment ça a bougé? Euh, Ouais, bah, ça c'est un sujet compliqué, hein, parce que ouais, je dépensais peut-être pas mon argent sur les bonnes choses, quoi. Je veux dire, le matériel. D'ailleurs, quand j'ai eu la conversation, en fait, j'ai eu une conversation ouais, c'était Ulysse Lubin à l'époque, qui m'a fait trop rire. Il voit mes converses trouées et j'avais ma vieille Surface Pro reconditionnée, la 4 Windows. Il m'a dit une phrase qui m'a fait beaucoup rigoler, tu vois, mais c'était dit avec tendresse. Il avait dit si je te croisais dans un coworking à Bali, je t'adresserais même pas la parole.
Tu vois, mais il me disait ça en rigolant, hein. Mais il y avait quand même un truc où c'était en mode, bon, Thibaut, investis, quoi, dans le truc qui est le plus important pour ton business, c'est le matériel. Donc, j'étais à Tenerife. Je vais sur une autre île qui, je sais plus comment elle s'appelle, Las Palmas de Gran Canaria, je crois. Je sais plus. Bref. Je vais acheter un MacBook. Ouais, direct. Ouais, j'achète un MacBook Air neuf et j'achète des chaussures. J'achète des New Balance. Des New Balance. New style. Ouais, j'ai des New Balance et en fait, je pense que c'est par analogie. Un jour, donc je t'ai parlé tout à l'heure d'un mec qui s'appelle Jack Butcher. Je le suis plus trop parce que maintenant il est dans le Web 3, les NFT, les trucs, c'est pas quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Donc, avant, il était beaucoup créateur économie, maintenant, il est beaucoup crypto et tout. Tu avais la possibilité de payer une heure avec lui. Donc, par curiosité, je me dis, bon, bah, à combien il est? J'ouvre, $750. Je me dis, allez, là, à l'époque, je me dis, personne, qui va acheter un call à $750? Tu vois? Puis ensuite, je vois Justin Welch. $1000. Et après, il y en a une autre. Alors elle, c'était Jade Bonacolta. J'ouvre. En plus, elle montait tout le temps son prix. Et à un moment, elle est montée à $1500. Je me dis, enfin, ces gens, est-ce que Jade Bonacolta, elle apporte 3 fois plus de valeur que moi? Tu vois, à l'époque, elle bossait encore chez Google. Elle n'était pas entrepreneur, à ma connaissance. Et après, le Matt Gray, le boss ultime, $2000 de l'heure. Il y a des gens qui achètent, tu vois. Et en fait, le truc, c'est que quand tu regardes les prix de, par exemple, ton prof de sport, ton coach, et que ton prof de sport, il coûte, je sais pas combien, un certain prix quand il est premium, et en fait, tu traînes dans un écosystème avec des gens qui ont des taux horaires élevés, bah, tu dis, bah, moi aussi, il faut que j'ai un taux horaire élevé, sinon je peux pas les payer, quoi, tu vois. Et donc, juste par analogie, bah, il y a des gens qui disent, bah, ça, c'est mon tarif. Et tu traînes avec des gens qui se vendent à ces prix-là et qui sont prêts à acheter à ces prix-là. En fait, je pense que pour être prêt à vendre à ces prix-là, il faut être prêt à acheter à ces prix-là. C'est ça le twist. D'ailleurs, on en faisait des blagues, mais quand j'étais en août en 2021, le premier qui j'ai vu des tarifs que j'estimais être premium, c'était Jean-Charles Kurdali. En fait, il était passé de vendre de sa boîte à faire de l'accompagnement d'entrepreneurs. Et je sais plus, je crois qu'à l'époque, il vendait la session entre 300 et 350 euros de l'heure. Et à l'époque, ça me paraissait, je me disais, putain, mais le mec est trop fort, quoi. Et il a monté là. Je sais même pas à combien il est. Et moi, à l'époque, je pouvais pas facturer 350 euros de l'heure parce que j'étais pas capable d'acheter à 350 euros de l'heure. J'aurais pas acheté à Jean-Charles Kurdali 350 euros de l'heure. Ça me paraissait. Voilà, t'as des barrières, quoi, tu vois. Et en fait, je fais souvent la comparaison avec le prix des hôtels. Tu sais, je pense qu'on a tous une barrière. Tu vois, quand tu cherches un hôtel, tu vas te dire, bon, c'est quoi le prix maximum que je vais payer un hôtel? Tu vois, bon, bah, quand t'es étudiant et que t'as pas d'oseille, c'est difficile de payer plus de 50 euros ou 70 euros la nuit, tu vois. Après, bon, bah, tu as la barre fatidique du 100. Tu dis, bon, bah, plus de 100, pourquoi pas. De toute façon, à Paris, en dessous de 100, Y a pas. y a pas. Après, il y a la barre du 200. Celle-là, elle commence à piquer, tu vois. Et puis, après, 300, un truc. Et en fait, je pense que là, ces barrières en fait, d'achat ça peut être un resto aussi, tu vois. Quel est le prix raisonnable pour un resto, pour un hôtel? Et chacun a une barrière qui est différente. Et c'est pas juste en fonction de combien tu gagnes. Bah évidemment, pour acheter des hôtels à 400 balles, il faut de l'argent. Si t'as pas l'argent, tu peux pas. Mais il y a des gens qui ont de l'argent et qui ne peuvent pas concevoir en fait que tu puisses payer plus de 200 euros une nuit d'hôtel. Donc toi, t'as commencé à dépenser et du coup, t'as commencé à vendre plus cher. Ouais, tu augmentes tes paliers et puis c'est une question aussi de confiance. Et puis en fait, quand tu le fais une fois, quand tu l'as vendu une fois, tu te dis, bah, si quelqu'un te dit c'est trop cher,
Alors moi, c'est une phrase que je déteste, c'est trop cher, c'est non, t'as pas le budget. Rien n'est trop cher. Enfin, il y a des gens qui peuvent dire c'est trop cher pour ce que c'est, mais c'est un jugement de valeur. Euh, c'est les choses, enfin, chaque chose a un prix. Le prix est fixé par la personne. La personne est libre de choisir son prix et est libre d'acheter ou pas. À partir du moment où tu vends une prestation à quelqu'un à un certain prix, tu sais qu'il y a une personne dans le monde qui est capable d'acheter à ce prix-là. Donc tu te dis je l'ai fait. Et donc tu peux éventuellement monter jusqu'à ce que tu arrives à la limite haute où tu sens que bon, il n'y a peut-être pas assez de personnes qui achètent. Mais toi, en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu joues vachement avec le prix, tu vois. Tu vois vraiment comme un truc que tu peux tester plus haut, plus bas. Tu peux jouer avec, en fait, Ouais. et voir. Mais ça a un nom, c'est un domaine dans le pricing, ça s'appelle le yield management. Ok. Et c'est utilisé par les compagnies aériennes et les hôtels. Tu sais, les chambres d'hôtel ne sont pas toujours au même prix en fonction de la saison, le taux d'occupation de l'hôtel. Tu sais, par exemple, si tu prends un billet d'avion et que ils se rendent compte que y a personne dans la classe business, bah ils vont t'envoyer un mail et ils vont dire bon bah vous pouvez avoir un upgrade pour 50%. Ce que j'ai fait une fois. Donc j'ai pas le mindset de voyager en business encore. Mais il m'envoie un truc push et je me dis ah à ce prix-là je prends. Alors là, aujourd'hui, c'est arrivé au niveau où tu dépenses combien, en fait, en perso? Alors je vais te répondre je ne sais pas. Je peux pas donner un chiffre parce que je sais pas. Mais je dirais beaucoup par rapport à l'humain moyen. Parce que je sais que t'as un lifestyle quand même assez premium, tu vas beaucoup au resto, t'as un bel appart, t'aimes bien prendre des Uber. Je sais que tu t'aimes bien, en fait, le confort, le service. Ouais, je me limite pas. Je me limite pas. Je me limite pas. Je pense que peut-être que des gens diraient que je gaspille, peut-être, tu vois. Mais j'en parlais avec Lorraine Valérie, qui est donc une cliente que j'apprécie beaucoup. Elle me dit l'argent est une énergie. Ce qui paraît, alors ce qui va rendre fou peut-être les énergéticiens ou les gens, mais en fait, j'aime pas ce mindset de. Quand t'as pas d'argent, de toute façon, t'as pas le choix. Tu es obligé de faire attention. Mais je sais plus qui c'était, je crois que c'est Laurine qui disait ça, Laurine BMR, elle disait l'argent, ça commence à être intéressant quand tu regardes plus le prix des choses au magasin. Bon, il y a des limites, hein, mais magasin de voiture, je pense que tu vas regarder le prix quand même. Quand je vais faire les courses, je regarde jamais le prix des objets, quoi. Je m'en fous. Donc, combien je dépense? Bah, je dépense plus que le français moyen ou le portugais moyen, ça c'est sûr. Mais voilà, je me prive pas. Après, je pense que j'ai un bon style de vie, mais je suis pas quelqu'un de matériel. Déjà, je n'ai pas le permis, donc j'ai pas de voiture. Je suis pas propriétaire de ma maison ou de mon appart. Bon, j'ai une montre, mais je fais pas collection, hein, j'en ai qu'une. Les vêtements, j'en achète de temps à autre. Tu vois, je vais pas non plus chez l'Europiana, hein. Je m'habille chez Massimo Dutti. Je m'habille pas chez Chanel, hein, tu vois. Donc voilà. Mais oui, dans les dépenses du quotidien, j'ai une femme de ménage qui vient 3 fois par semaine. Une assistante? Même plusieurs assistantes, je crois. Ouais, alors ça, je ne vois pas dans les dépenses personnelles, ça, c'est des Ok. dépenses professionnelles. Mais je vais au massage toutes les semaines, je vais régulièrement faire de l'acupuncture, je commande Uber Eats quasiment tous les jours, en fait. En fait, toi, c'est vraiment le confort. Tu kiffes le confort. Ouais, mais si tu veux, quand je t'ai dit tout à l'heure, je parlais avec ChatGPT, je veux dire Ouais. avec nos conversations, on a d'avoir des milliers de conversations, donc il me connaît bien, ChatGPT. Mais et je te disais, un des Ouais. critères les plus hauts, c'est la paix. Mm. En fait, l'argent sert à ça. Moi, je suis un flemmard déjà. Donc, bon, ma coach, elle me dit elle aime pas quand je dis ça parce qu'elle dit c'est pas vrai. Mais quand tu commences à cuisiner, aller faire les courses, sortir les trucs, en fait, ça fout du bordel. Après, tu dois nettoyer. Ça me casse les couilles, en fait, tu vois. Genre, Ouais, efficacité pour toi.
simplicité. Oui, c'est ça. Ok. Et alors justement, là, tu as commencé à en parler un peu de tous les gens qu'il y a autour de toi. Parce que toi, tu dis solopreneur, tu dis que t'es solopreneur, mais il y a quand même une énorme team derrière toi, autant d'un point de vue pro, les gens qui bossent avec toi, mais aussi en fait d'un point de vue santé et même coach. Ouais. C'est quoi un peu genre tout le panel des gens qui t'accompagnent pour propulser ta carrière? Alors, donc il y a deux choses. Dans le pro, j'aime bien dire il y a mon équipe et les prestats. Alors, bon, on pourrait dire équipe, voilà. J'ai pas de salariés, mais c'est des gens qui travaillent tous les mois avec moi, mais ils ont d'autres clients, bien sûr. On est 3. Ok. Donc j'ai une CEO qui gère les opérations et j'ai une assistante qui gère pas mal de trucs et j'ai une autre assistante qui gère des trucs plus du quotidien. Ok. Et ensuite, autour, il y a des prestats, j'ai un expert comptable, j'ai un avocat, j'ai un ou deux monteurs vidéo qui peuvent venir selon les besoins. Donc ça, c'est la partie pro. Et après, sur la partie perso, c'est des prestataires aussi. J'ai des masseurs, mais les masseurs, je vais chez les mêmes. Il y en a 2, un homme et une femme. Et j'ai une acupunctrice que je vais régulièrement. Et j'ai une coach mentale que je vois à peu près tous les 10 jours. On discute. Et en fait, c'est un peu mon déversoir. Tu vois, un peu comme une sorte de psy, quoi. Et une fois, c'est rare, c'est très ponctuel, je vais prendre une séance avec ma coach business. Tu l'as payé combien? 1 000 $ de l'heure. Ok. On fait 1 heure. Elle m'a Et débloqué. ça te débloque de fou, ça? Elle m'a débloqué des trucs de fou, ouais. Ouais. Il y a un moment où j'en avais vraiment besoin, elle m'a vraiment changé les trucs. Et les 2 dernières fois, c'était moins game changer. Mais en fait, ce que j'aime à dire, c'est la règle de l'avion, la règle du 1,60. En fait, quelqu'un qui va payer 500 € ou 1 000 $ de l'heure, s'il n'a pas l'habitude, c'est pas dans son mindset, en fait, il va attendre à ce que tu lui donnes 30 trucs, tu vois, ou 40 trucs, enfin, j'en sais rien, il va vouloir. Alors qu'en fait, ceux qui ont le bon mindset, il suffit qu'il y ait un truc qu'elles te disent qui change. Et en fait, sur une trajectoire de 6 mois ou 3 mois, c'est rentabilisé. Ouais, sur 1 heure, juste un conseil pertinent, ça peut changer ton business. Ouais. Une info, un conseil, Une avis. interrogation, une Ouais. question. Parfois, c'est des questions, c'est la question qui va être plus intéressante que la réponse. Une piste, elle peut donner des pistes à explorer. Donc toi, tu vas dans ce mindset-là à chaque fois. Tu vas en mode, j'attends, enfin, je repère un truc qui me servira. Ouais, minimum. Mais il y a des fois où elle m'a donné des trucs, m'a donné des pistes de malade, quoi. Trop bien. Et derrière, elle me donnait des documents qu'elle avait fait pour elle et tout. Enfin, au début, quand j'ai là où elle a été très utile aussi, je me rappelle, ça c'était la première session. Ce qu'on dit souvent, tu vois, sur les conseils, c'est sur la direction à prendre. Mm. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc, ce qui avait été très utile dans cette session, c'est je lui avais parlé d'un truc et elle m'a donné une direction à ne pas prendre. Je lui avais parlé de monter une agence. Et elle m'a dit, je ne pense pas que ça soit une bonne solution parce que l'agence, c'est quelque chose, c'est un business de hustler, c'est un business de gens qui bossent, c'est un business de gens qui, tu vois, où tu dois faire du chiffre avec du client, tu dois gérer tes équipes, beaucoup de delivery. Et elle me dit, toi, tu es un mec de levier. Tu penses en scale, tu penses en levier. Et donc, l'agence, je pense pas que ça soit la bonne piste. Pour toi, c'est pas ton profil, ouais. Et c'était vachement intéressant parce qu'elle m'a dit ça. Et en fait, quand elle me l'a dit, je me suis dit, mais c'est évident, Mm. tu vois. Et c'est qui là? Tu peux dire son nom de ta coach? Ouais, je l'ai dit publiquement, elle s'appelle Melissa Griffin, Ok. une américaine. Et t'as un coach de sport aussi? Oui, j'ai un coach sportif, ouais. Ouais. Je l'avais pas dit ça, j'ai un coach de sport, je le vois une fois par semaine quand je sèche pas. Et un médecin en ligne aussi. Un médecin Oui, ou... je t'ai pas dit, oui, j'ai aussi, je paye un. Attends, tu le sais mieux, mon équipe. Moi, j'ai aussi un médecin en ligne, en fait, que je paye une ligne WhatsApp et elle me donne des conseils. Enfin, c'est un médecin, c'est comme un médecin habituel, sauf qu'en fait, tu payes pas à la consultation, tu payes sur 6 mois Ouais. la capacité de pouvoir
Moi, ce qui est très utile, en fait, pour moi, c'est le fait de ne pas avoir besoin de prendre rendez-vous pour parler aux gens. Je paye l'accessibilité, quoi. Ouais, donc la ligne WhatsApp direct, tu peux lui demander dès que Ouais. tu as un problème, tu Ouais, lui et envoies un message. ouais, et elle me répond dans la Ouais. journée. Ouais. Donc du coup, tu as quand même une sacrée team autour de toi qui... Et surtout, tu as une team en fait qui est là pour que toi, tu te sentes bien, pour prendre soin de toi, etc. C'est Ah ouais, ouf. ouais, bah ouais, c'est un peu presque comme un athlète de Roland-Garros, hein. Bah ouais. Alors, t'as plus de gens sur ta santé que sur ton pro. Oui, mais je les vois beaucoup moins, mais ils travaillent, enfin, je les vois beaucoup moins et mon équipe pro me coûte beaucoup plus cher que mon équipe perso. Ok. Trop intéressant. Ouais. Trop intéressant. Et du coup, bah là, enfin, t'es quand même arrivé à un niveau de succès qui est hyper impressionnant en 5 ans. Et on l'a dit, tu l'as dit au tout début du podcast, il y a des trucs hyper positifs, etc. Mais il y a aussi le revers de la médaille. Il y a Ouais. forcément des trucs plus négatifs. Ça a été quoi pour toi les vraies difficultés que t'as rencontrées sur le chemin du succès? Alors, tu sais, bon, le mot succès est relatif, hein. Chacun sa vision de la hauteur du succès. Il y a plusieurs trucs. Le premier, c'est que paradoxalement, tu vois, je suis très bien entouré, etc., etc. Mais en termes d'amitié, je me sens peut-être un peu moins bien entouré maintenant qu'à une certaine époque de ma vie, où j'avais pas de thunes, tu vois. T'as l'impression d'avoir perdu des amis en chemin. Ouais, c'est sûr, hein, j'ai perdu du monde, ouais. Ouais. Tu penses que c'est à cause de quoi? Déjà, l'éloignement géographique, j'habite plus en France. Je dirais que je me suis enfin mis en premier dans ma liste de priorités. Sur le chemin de la croissance business, il y a aussi un chemin de la croissance personnelle. Et ouais, il y a des gens que tu perds en route, tu sais pas trop pourquoi. Après, tu peux te friter avec d'autres. Tu peux être aussi peut-être à des moments un peu moins tolérant avec certains comportements et ne plus être avec des gens par loyauté ou par habitude. Il y a eu les deux, hein, donc il y a des gens enfin il y a eu les trois, il y a eu des gens que j'ai perdu de vue, donc ça tu les perds de vue, et donc bah, c'est déliquescence du lien. Des personnes que tu sors de ta vie volontairement, et il y a aussi, alors moins, mais des personnes qui décident de te sortir de la leur. Et c'est pas pour autant que je leur en veux, en fait, tu vois. Mais voilà, c'est le chemin de la vie. Mais il y a des gens, donc il y a des gens qui rentrent, enfin il y a des gens qui sortent, mais il y a aussi des gens qui rentrent. Après, il y a un truc, bon ça j'en ai parlé avec beaucoup d'entrepreneurs. Bon, je sais qu'il y a des gens qui vont me dire que je suis un con pour dire ça, mais quand même, en fait, quand tu es entrepreneur, je me rends compte aujourd'hui que je suis quasiment entouré que d'entrepreneurs. Alors qu'il y a 5 ans, j'étais entouré quasiment de pas entrepreneurs. Hmm. Et ce switch, je me suis pas dit, ah, il faut que je mette avec des entrepreneurs. Non, c'est juste que tu fais de la création de contenu, tu fais du business, et en fait, le tri se fait petit à petit, quoi. Et je crois que, bon, je vais me faire engueuler si je dis ça, mais je crois que quand tu commences à être entrepreneur, c'est un changement d'état d'esprit, de liberté, d'indépendance, qui éloigne, en fait, des personnes qui n'ont pas ces aspirations-là. Ouais. Il y a des gens qui me disent non, non, mais moi je suis tout à fait, je suis resté avec mes amis d'enfance qui sont salariés, etc. Justement, souvent ces gens-là, ils viennent dans les masterminds pour justement trouver des personnes qui les comprennent. Parce qu'il y a des trucs, je pense qu'il y a des gens qui m'écoutent là, dans ce podcast, peut-être, s'ils sont pas entrepreneurs, et j'ai dit des choses, et ils se disent, mais c'est qui se fout? Ouais, c'est clair. Mais en fait, je te pose la question aussi parce que je sais que c'est un énorme pain pour beaucoup de gens. Quand tu deviens entrepreneur, il y a beaucoup de gens qui vont pas te soutenir. Il y a des gens qui vont pas comprendre. Tu vas souvent te sentir seul. Tu sais, on parle beaucoup, les Américains, ils parlent beaucoup de ce lonely chapter, tu vois. Ouais. Et dans ces moments où en fait, t'es plus aligné avec les gens que tu connais de base, mais t'es pas encore assez bien pour traîner avec les gens qui ont réussi, qui font de la création de contenu et tout. Mm. Toi, tu l'as senti, ce lonely chapters? Ouais. Oui. Mais je le sens aujourd'hui, hein. Ouais. Le Lonely Chapter. Alors, il y a eu plein de trucs, bon, qui n'ont pas aidé. Les lockdowns successifs, le Covid.
l'éloignement géographique. À un moment, moi, je vivais dans le sud de la France. J'avais pas de copains dans ma ville, quoi. Mes copains, ils étaient à Paris. Il y avait Théo qui était au Japon, Madrid, Lyon. Mais en gros, si je voulais aller voir physiquement mes copains, je devais aller à Paris. Hmm. Alors, j'étais pas tout seul parce j'étais pas loin de chez mon père. Donc, je voyais mon père. Mais mon père, à un moment, il m'a dit putain, mais Thibaut, t'es fort psychologiquement parce que tu vois pas grand monde quand même, hein. Après, il y avait les visios, et les WhatsApp, etc. Mais il y a un moment, ouais, il y a eu un Lonely Chapter, ouais, ouais, ouais. Et qui est toujours là aujourd'hui. Surtout que j'ai changé, enfin, je vis plus dans mon pays, dans le Ouais. pays dans lequel je suis né. Donc, euh, quand je suis arrivé à Lisbonne, je connaissais personne. J'ai dû ouvrir tout le réseau. Et ça te pèse au quotidien sur ta santé mentale, etc., de pas côtoyer des gens. Non, mais là, il commence à y avoir du monde. D'ailleurs, Oui, maintenant. il commence à y avoir du monde. Alors, c'est pas les gens aussi proches avec qui j'ai pu être par le passé, mais il y a une bonne vibe, en fait, à Lisbonne. C'est une ville d'expat, très premium. Donc, il y a quand même, il y a du beau monde ici. Il y a du beau monde. Donc même après 30 ans, on peut continuer à se faire des amis, quoi. J'ai beaucoup modifié mon cercle, hein. Ouais. Mais tout se mélange. En fait, tes prestats peuvent devenir des copains, des clients peuvent devenir des copains. La limite, en fait, entre le pro, le perso, c'est pas du tout la même chose que quand t'es dans une entreprise et que, tu vois, Ouais, les frontières sont bancales, quoi. ouais, enfin, Ouais. bancal, c'est. N'existe pas. Pas Bah, trop. parce que bancal, ce serait négatif. Moi, je trouve que. En fait, voilà, quand on te parle d'équilibre vie pro-vie perso, j'ai pas d'équilibre vie pro-vie perso, en fait. Tu travailles tout le temps et jamais. Always working, but never working. Tu vois, mais je fais des trucs trop bizarres, en fait. Mais d'un côté, en fait, parfois, je vais envoyer un message WhatsApp à ma team. C'est du travail, mais je vais le faire depuis chez moi. Puis après, je vais me faire un café. Après, je peux aller au sport. Tu vois, et je suis sur une machine, et entre deux machines, j'écris un post LinkedIn. Bon, qu'est-ce qui est pro, qu'est-ce qui est perso, enfin, tu sais plus quoi, en fait, tu vois. Ouais, c'est un lifestyle, quoi. Ouais. Donc, en fait, c'est marrant. Un jour, quelqu'un me posait la question, je crois, je sais plus qui c'était, c'est vrai. Et quelqu'un m'a dit, mais combien d'heures tu travailles par semaine? Et je lui dis, mais 0 ou 100, j'en sais rien, en fait, tu vois. Ouais, tu es en Euh, train de réfléchir à ça, mais ah oui, tu deviens obsessionnel. Je vais te donner un exemple. Le nombre de hobbies que j'avais en 2020, est-ce que j'ai gardé? Je regardais, donc, par exemple, à la télé. Donc, je regarde pas la télé, enfin, je regardais koh Top Chef, le foot, et je regardais des films. Là, je regarde plus Top Chef. C'est pas que ça m'intéresse pas, mais je sais pas, j'ai éliminé. En fait, mon cerveau n'a plus le temps ou le drive de regarder Top Chef. J'ai regardé koh parce que j'adore, je sais pas pourquoi. Le foot, j'ai regardé 2 matchs cette année. Alors que il y a 10 ans, je devais regarder 50 matchs par an, tu vois. Je- et là, cette année, exceptionnellement, tu vois, j'ai regardé deux matchs, quoi. J'ai regardé la demi-finale du PSG et la finale, quoi. Parce que bon, ouais, c'était beau, c'était beau. C'était beau, la victoire du PSG cette année. Et c'est tout. Et ouais, je me suis remis un petit peu aux séries. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Mais je trouve que le niveau a grave baissé sur les séries et les films. Donc je suis très déçu. Tout me saoule. Ok. Euh, Donc t'as plus beaucoup de hobbies aujourd'hui. alors, qu'est-ce que j'ai rajouté? Les massages. Ouais. Ça, c'est bien. C'est pratique. 2 fois par semaine, 2 fois par semaine, oui. quand même. Et j'étais à une fois. Et c'est ma coach mentale qui m'a dit à un moment, j'étais stressé. Elle m'a dit augmente. Si c'est pas une charge financière pour toi, passe à 2. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Parce que ça te déstresse les massages. Ah, de fou. Ah ouais. Ah ouais, ça fait du bien. Ok. Ouais, 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 ouais. Aussi, alors, c'est pas un hobby, mais c'est un moment cool quand même, c'est le sport. Pourquoi? Parce que, voilà, je vais te dire un de mes défauts.
c'est un défaut, un truc qui est pas bien, alors que je le faisais avant. Donc c'est un truc une qualité que j'avais avant, que j'ai moins maintenant. C'est qu'avant, j'étais très force de proposition sur tous les sujets de sociabilité. Viens, on va au resto, viens, on va prendre un verre, viens, on part en vacances ici, etc., etc. Et depuis, en fait, que je fais du business, que tu vois, il y a ce côté un peu obsessionnel de trucs, je propose plus, en fait. 9 fois sur 10, c'est les gens qui me proposent. Mais c'est dommage parce qu'en fait, bah, si quelqu'un te propose toujours, si tu lui renvoies jamais l'ascenseur, ça peut le saouler. Et du coup, je me suis retrouvé, alors ça, c'est un truc, on peut en parler d'ailleurs, solo date, mais je me suis retrouvé un nombre incalculable de fois à aller bouffer tout seul au resto parce que j'avais envie. Tu vois? Ouais, je sais que tu fais beaucoup de solo date aussi. Ouais. Bah, Ça, ma commu, elle adore, donc tu peux en parler. Et il y a des gens qui sont choqués, tu vois. Pour certaines personnes, aller manger au resto tout seul, c'est la honte. Moi, je m'en bats les couilles, tu vois. Ouais. Et t'aimes bien? Ouais, ouais. Bah, la phrase mieux vaut être seul que mal accompagné, elle a jamais été aussi vraie. J'essaie d'être quand même intentionnel dans les choses à faire, quoi. Donc là, Ouais. récemment, je me suis dit, j'en ai parlé, tu vois, je vais peut-être rejoindre un club de running, par exemple, tu vois, ou là, ce que je fais, bah, à la salle de sport, en fait, moi, je suis dans une salle de sport vachement cool. Il y a un bar dans la salle de sport, c'est très social, tu vois. Et tu pourrais dire, mais qu'est-ce que les gens à la salle de sport, qu'est-ce que deux connards vont se dire, que, tu vois, quand s'approcher, ce truc. En fait, l'endroit le plus sociable de la salle de sport, c'est le sauna. Hmm. En fait, t'es au sauna, tu commences à dire des conneries, le mec, tu le revois, tu le check, finalement, tu racontes, puis tu lui dis qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui, t'ajoutes sur Insta, après, t'as le coach, bah, le coach, en fait, ça devient ton pote, moi, il est super cool, donc du coup, il m'apprend plein de trucs sur le Portugal, on discute, moi, j'adore discuter, Ok. même pendant les massages, là, ça les Tu choque. parles? Le mec, je parle pas, parce qu'il est très discret, la meuf, on fait que papoter. Trop bien. L'acupunctrice, on fait que parler, je connais toute sa vie aussi. Trop bien. Donc, ouais, donc la salle de sport, on peut voir ça comme une sorte de hobby. Par contre, je peux pas blairer la muscu, hein. Ok. Je le fais parce qu'il faut le faire. Je donne pas de conseils médicaux ou etc., de choses comme ça, parce que c'est pas mon expertise. Mais la muscu, c'est important, selon moi, pour les garçons et pour les filles. Parce que en fait, il y a une maladie, je sais plus comment ça s'appelle, mais en fait, enfin c'est un syndrome plutôt, mais c'est qu'en fait tu perds du muscle avec l'âge. Et en fait, la muscu, bah, c'est un des meilleurs moyens. C'est Thibaut Inchep qui en parlait dans une interview récente chez Mathieu Stéphanie. C'est un des meilleurs moyens en fait de garder la forme, de voilà soulever de la fonte. C'est important de garder de sa masse musculaire parce qu'en fait tu la perds avec l'âge. Et il y avait un tweet qui m'a fait beaucoup rire de Peter Levels qui est devenu une trend. C'est en fait il met une photo d'un dumbbell, tu sais, d'un halter, et il écrit I talked to my therapist today. Parce que, en fait, la muscu, ça a été démontré aussi que c'est une des meilleures formes de combat contre le stress et l'anxiété. Hmm. Et toi, tu te sens stressé enfin, avec ton taf, tu te sens stressé Écoute, alors, ça, c'est le moniteur. Ça s'appelle une Oura Ring, pour ceux qui ne connaissent pas, qui te traque, je sais pas, entre 50 et 100 trucs sur ton corps. Ça te permet de voir ton sommeil, ça te permet de voir ta température corporelle, etc. Et par exemple, la Waring, il y a des filles qui me disent qu'elles savent quand elles vont avoir leurs règles, tu vois. Hmm. Parce que, tu vois, il y a syndrome prémenstruel, etc., etc. Pour une raison que j'ignore, elle ne le sait pas quand moi j'ai les miennes, mais... euh, et elle calcule le stress. Ouais. Donc, en fait, tu as 4 niveaux. En gros, tu as le niveau idéal, c'est ta réparation, détente, tension, stress. Et donc, en fait, au fur et à mesure de la journée, là, elle te met des jauges. Donc, elle te dit quand tu es stressé ou pas en fonction de ton rythme cardiaque et de plein de trucs, je sais pas. Et moi, je comprends rien, en fait. Parfois, j'ai pas l'impression d'être stressé et elle me dit t'es stressé. D'ailleurs, on verra, tu vois, pendant le podcast qu'elle dira là. Et il y a des moments où j'ai l'impression d'être en phase complète de stress. Et elle me dit non, non, vous êtes détendu. Mais globalement, t'as l'impression que ton taf, c'est un truc qui te stresse, c'est prenant, etc. ou ça va? Ça dépend. C'est prenant, ouais.
Bah, il y a un côté obsessionnel, quoi. Il y a des objectifs financiers, tu dois faire attention, tu as plein de trucs à gérer. Enfin, t'as toujours peur d'avoir oublié un truc. Faut toujours que tu améliores les process. Donc, ouais, il y a une charge latente qui est là, quoi. Ouais, ouais. Obsessionnel, c'est-à-dire que tu y penses tout le temps. Bah oui, je pense, oui. Oui, oui, oui. Ça paraît ça paraît négatif comme ça, mais ouais, je pense toujours à mon business, quoi. Mais ça paraît bizarre, comme ça, les gens disent, mais t'es fou. Mais je crois que les entrepreneurs, en tout cas dans leur phase de croissance, c'est difficile qu'ils parlent autre chose que de business. En fait, Mm. c'est un truc qui est bizarre, mais en fait, et ça paraît quand même complètement con comme ça. Mais en fait, on parlait des hobbies. Et en fait, tu me disais, est-ce que tu as rajouté un hobby? En fait, il y a deux hobbies que j'ai oublié de te parler. Tellement c'est évident. Bah, le premier hobby, c'est le business. Parce qu'en fait, faire du business, c'est quand même, c'est quand même il y a quand même un côté cool. Tu vois, si demain j'arrêtais de faire du business, je saurais plus quoi faire. Je faisais de la blague à je sais plus quelle dernière fois. Je lui ai dit les trois seules choses restantes que je sais faire, c'est aller à la salle de sport, manger, dormir et faire du business, tu vois. Et créer du contenu. En fait, j'oublie, mais en fait, un des hobbies que j'ai rajouté par rapport à ceux que j'ai enlevés, c'est l'écriture. J'écris tous les jours. Ouais, et du Ça, coup, il faut que tu j'aime t'inspires bien. aussi. Et du coup, c'est où tes sources d'inspiration? Tu lis beaucoup d'articles. L'inspiration peut venir de partout, de nulle part. En fait, ça va être une discussion, ça va être quelque chose que je vois sur les réseaux sociaux, ça peut être un événement d'actualité. C'est difficile, hein. Je sais plus, c'est dans le livre un livre sur l'écriture. Et en fait, il raconte, je crois que c'est Stephen King, je crois qu'il raconte un truc qui est assez marrant. Il dit, en fait, souvent, les gens qui sont créatifs, enfin, tu vois, ou qui disent des trucs, on leur demande souvent quelles sont vos sources d'inspiration, où trouvez-vous votre créativité. Et en fait, Stephen King dit un truc marrant, c'est qu'il dit en fait que souvent les gens qui sont créatifs, ils savent pas d'où ça vient. Tu vois, Ça te pop dans la tête. ouais, ça pop. Par contre, je dirais que ce qui est plus important, en fait, de se poser d'où vient la créativité, c'est de prendre des notes. Capturer l'inspiration. Ouais, 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 ouais. Toi, tu captures direct sur ton tel, Ouais, non? j'écris tout. J'écris tout. Genre, dès que Sinon, t'as une idée, j'oublie. tu mets dans tes notes, tu mets l'idée et après tu développes après, quoi. Ouais. Et c'est génial, en fait, quand tu ouvres ton carnet, ton carnet avec tes notes, enfin, ton carnet digital avec tes notes, et tu remontes. Et là, tu dis, ah, c'est intéressant, j'en ai pas parlé. Euh, et parfois, tu as une autre idée. Ou alors, parfois, aussi, ce que j'aime bien faire, c'est revenir sur mes anciens posts. Parce qu'en fait, quand t'écris, moi, j'écris 4000 posts en ligne. T'oublies toutes les conneries que t'as racontées. Et parfois, tu peux reprendre une idée et te dire, bah, je vais la prendre, mais je vais en reparler d'une autre façon. Hyper intéressant. Mais du coup, toi, ton processus créatif, c'est vraiment ton quotidien, ce que tu vis, ce que tu lis et tout. Enfin, tout, en fait. Tu Ouais, prends des notes, après, tu ouais. te poses chez toi et tu développes. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Ouais, 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 ouais. Trop bien. Ouais, j'ai pas de, y a pas le lundi on parle de ça, le mardi on parle de ça, je me laisse guider, vagabonder, voilà. Et en phase de, alors ça on l'a mis en place récemment, en phase commerciale, Mm. là c'est beaucoup plus structuré. Ok. J'ai T'as tes postes demandé à devant. la team en fait de me faire un plan marketing et donc avec parler voilà, de choses très précises, la réussite d'un cas client. Il y a le fameux donnez-moi votre profil et je mets la note de 0 à 10, le webinaire de vente, le post avec le prompt chat GPT, enfin voilà, les newsletters, tout ça, enfin tout, la deadline, le dernier jour, le changement de prix, enfin tout ça maintenant est mesuré, jaugé, structuré et tu vois la différence de fou, quoi. Tout le marketing pour réussir à vendre tes Ah oui, produits. oui, oui, Ouais. ben, en fait, entre quelqu'un qui lance de manière artisanale et quand tu lances la chose de manière professionnelle et jaugée, les différences de résultats sont astronomiques. Trop intéressant. Je vais te donner un chiffre. J'ai lancé deux cours. J'ai lancé un cours qui s'appelle Solopreneur d'élite. Et j'ai lancé un cours qui s'appelle Les 100 templates LinkedIn. J'ai fait autant de ventes en une semaine avec les 100 templates LinkedIn qu'en un an avec Solopreneur d'élite. La seule différence, c'est que pour le deuxième cours, on a structuré le marketing
à l'américaine, quoi. Est-ce que tu as appris avec ta coach? Ouais, elle m'avait beaucoup aidé là-dessus, ouais. Et du coup, tout à l'heure, on parlait aussi de ce que t'avait coûté le succès. Et je sais que tu as beaucoup de haters sur LinkedIn et sur les réseaux en général parce que t'es assez franc-parler et tu dis tes opinions. Il y a un moment où carrément tu avais eu une vraie vague de haine quand il y a un YouTuber qui avait commenté un de tes posts. Ouais. Et ça, comment tu avais vécu ça? Parce que ça avait l'air d'être assez hardcore. Alors déjà, il faut se rappeler, parce que tu sais, parfois, tu as des émotions à un moment et tu te rappelles pas de ces émotions-là. C'était un gros YouTuber qui t'avait commenté. Ouais. Et t'avais plein de messages. Bah déjà, il m'a ratio. Ça, tu sais, le ratio, c'est quand en fait, t'écris un truc et le mec, il te répond, il fait plus de likes sur son commentaire. Alors, pour moi, les gens qui rigolent de ça, c'est vraiment des... Mais c'est la seule fois où ça m'est arrivé, en fait, d'avoir quelqu'un où, en fait, finalement, les gens qui like sont plus d'accord avec ce que lui dit. Mais le mec était en train de m'insulter. Enfin, c'était ridicule. Surtout, enfin, qu'est-ce que tu viens me saouler? Enfin, le mec, il doit être 100 fois plus gros que moi, en fait. Et il y a un autre youtubeur qui est venu justement le soutenir. Donc, voilà. J'avais écrit un truc où j'avais écrit se faire fouetter en open space, en gros, je sais pas quoi. Mais en fait, quand je dis ça, je me moque de moi. Je me moque pas des gens. Justement, quand je me faisais fouetter en open space, c'est une manière de dire, j'étais pas bien dans mes baskets. Mais ça veut pas dire que je me moque des gens qui sont actuellement en CDI dans des open space. Il n'y a pas de mépris, en fait, vis-à-vis de ça. C'est plus me dire, comment moi, j'aurais aimé qu'on m'aide à m'émanciper. Ce qui ne veut pas dire que eux, ils sont prisonniers. Mais bon, quand on voit les stats des gens en CDI aujourd'hui, la nouvelle génération, je crois que un jeune sur deux qui est en CDI veut devenir entrepreneur. Enfin, pour projet de devenir entrepreneur. Après, ça ne veut pas dire qu'il va passer le pas. Donc là, je m'éloigne du sujet. Comment je gère la haine? Il y a plusieurs choses. Il y a la diffamation. Ça, je fais attention. Faire attention à ça, à ta réputation. Donc ça, maintenant, j'ai un avocat, tu vois. Et il y a les insultes. À la limite, ça, c'est pas ce qui me gêne le plus. Je m'en fous, en fait. Et après, il y a les attaques personnelles ad hominem. D'ailleurs, les gens, quand ils les formulent, on sait jamais vraiment ce qu'ils te veulent, tu vois. Ou pourquoi, ou ce qu'ils te reprochent, mais ça va toujours être les mêmes critiques. Ils vendent du vent à des gens crédules. Et j'ai répondu plein de fois à ces gens-là. J'ai dit, mais mon client typique, c'est un mec qui fait des centaines de milliers d'euros minimum. En général, en ligne, les gens crédules, ils vont à la Française des Jeux acheter Euromillions ou ils vont faire des paris sportifs, en fait. Ils vont pas acheter un truc qui s'appelle les 100 templates LinkedIn. Tu vois, je veux pas dire que mes produits, c'est des produits smart, mais je veux dire, je vends quand même des produits assez particuliers, quoi. Je vends pas de l'enrichissement rapide. D'ailleurs, si quelqu'un un jour vient me voir et me dit oui, j'aimerais devenir riche vite, je vais lui dire bah oui, mais viens pas chez moi parce que ça n'existe pas. Devenir riche vite, c'est dans les contes de fées, en fait. Tu vois. Donc voilà, un peu difficile de dire comment je gère les haters. J'ai écrit un article là-dessus, mais je pense que quand même, une des alors il y a deux trucs. Je dirais, il faut créer un sanctuaire autour de soi, où en fait, tu te dis, cette haine-là, elle est autour du sanctuaire. Elle n'est pas dedans. Mais il faut que tu crées une bulle, en fait. Et ce que je dirais, la deuxième, et ça c'est une phrase que j'utilise souvent, je vais dire, pas de pessimiste enragé dans mon sanctuaire. C'est-à-dire que, en fait, ces haters, ils peuvent rester à l'extérieur. C'est que du vent, quoi, des mots, etc. Parce que j'ai aussi énormément de soutien. Enfin, j'ai quand même des centaines de milliers de personnes qui me soutiennent et je veux dire, tu vas sur ma page Senja, j'ai des centaines d'avis clients positifs, etc., etc. Tu m'as demandé à un moment qu'est-ce qui s'était passé, pourquoi j'avais perdu des gens au fur et à mesure. C'est que je pense que quand tu es exposé en ligne, tu peux plus te permettre d'avoir des personnes potentiellement toxiques ou qui t'embêtent à l'intérieur de ton cercle, à l'intérieur de ton sanctuaire. Que ce soit des amis, que ce soit des gens de la team, ou que ce soit ton partenaire de couple. Tu vois, voilà.
Parce que quoi? Parce que pourquoi? C'est quoi la réflexion? Bah, tu peux pas avoir un shitstorm à l'extérieur et quand tu te remets dans ton cercle intérieur, avoir des gens qui t'apaisent pas. Il faut une bulle de sécurité. Oui, t'as besoin d'un cercle proche qui est ultra protecteur, qui te fait confiance, qui te soutient. Bien sûr. Carninet disait une phrase intéressante, je sais plus comment il avait tourné, mais il disait en gros l'être humain n'est pas fait en fait pour gérer tu vois, des millions de personnes qui te connaissent en fait. La célébrité est une anomalie historique liée à la télé et à Internet. Mais avant, les gens étaient célèbres, mais par exemple, le roi était célèbre. Mais les gens n'avaient pas accès au roi. Ils voyaient pas forcément toujours les haters, quoi. Bah, il avait un sanctuaire, le roi. Alors, et le problème, c'est que maintenant, avec les réseaux sociaux, cette frontière entre les gens et toi, elle s'est enlevée. Donc, parce qu'ils peuvent commenter n'importe quoi de manière anonyme sur ce que tu dis. Et Paul Graham a fait un article qui s'appelle Why Mean People Fail. Donc, pourquoi les gens méchants échouent. Il explique que s'il y a bien un truc qu'Internet nous a appris, c'est que les gens sont méchants. Et c'est une preuve, quoi. C'est fou, quoi. À quel point certaines personnes peuvent être méchantes, sans empathie, impitoyable. Et tu te dis, eh ben, putain, eux, j'espère qu'ils auront jamais du pouvoir parce que déjà que là, ils en ont pas et ils font tout pour se casser les couilles. Si un jour ils ont les mains du pouvoir, de quoi ils sont capables en fait, tu vois. Il y a un truc qui nous sauve, c'est que les gens méchants, ils ont plutôt tendance à échouer en fait, contrairement à ce qu'on peut penser. Trop bien, franchement, c'est trop intéressant. Mais enfin, on pourrait parler des heures avec toutes tes histoires et tout ce qu'on a à se raconter. Mais on va arriver à la fin du podcast, que ça fait déjà un petit moment. J'ai des dernières questions pour toi. Déjà, pour apporter encore plus de valeur ajoutée à tous ceux qui nous écoutent, j'aimerais beaucoup que tu nous racontes les piliers d'un bon business. On avait fait l'exercice en mastermind et c'était hyper intéressant. Ouais. Il y a 4 piliers d'un bon business. Le premier est un des plus importants. En tout cas, c'est une condition nécessaire, c'est une bonne offre. C'est le premier, quasiment un des premiers principes de Paul Graham du Y Combinator. Make something people want, quoi. Mais il y a des gens que je pense qu'ils ont oublié que le business, il fallait vendre quelque chose à quelqu'un et qu'il y a un marché, quoi, qu'il y a un besoin. Et après, voilà, pour l'offre, il y a 2 choses. Il y a ce qu'on appelle l'acquisition et la delivery. Alors, le mot est en anglais, c'est-à-dire combien tu peux attirer de clients et combien tu peux produire. Et le but d'une bonne offre, c'est de pouvoir attirer le maximum de clients sans augmenter ta charge de delivery. C'est-à-dire qu'en gros, si tu as 10 fois plus de clients, il ne faut pas que tu y passes 10 fois plus de temps, quoi. Voilà. Donc ça, c'est l'offre. Le 2, évidemment, c'est une team. Elle n'a pas besoin d'être grosse. Même si tu as une assistante virtuelle, ça peut suffire, c'est déjà une team. Mais ça va te permettre en fait, de te décharger de choses sur lesquelles toi, tu n'as pas une bonne valeur ajoutée. Et quand ta team, elle est bien huilée, c'est génial. Et ça va vite, ça tourne, etc. Ça t'enlève beaucoup de charge mentale aussi. Le 3e pilier, c'est ta marque. Donc, c'est le branding, on appelle ça comme on veut. Le marketing, c'est que vaut ton nom ou le nom de ta marque. Tu vois. Demain, si, je sais pas, on va dire Sandrine Table veut faire une conférence, elle va pas réussir parce que personne ne sait qui est Sandrine Table. Si Barack Obama veut faire une conférence, il y aura du monde parce que sa marque a une grosse valeur. Mais ça, c'est pas forcément la valeur de ta marque en ligne. Ça peut être la valeur, par exemple, parce que tu as un gros réseau et qu'au sein de ton réseau, ton nom vaut quelque chose parce que tu es très crédible. Il y a des gens qui ont des super business dont on connaît une en commun qui font quasiment pas de marketing, mais c'est parce que leur nom vaut quelque chose, parce que dans la bouche de certaines personnes qui ont beaucoup de pouvoir, leur nom est important. Tu vois, il y a des avocats fiscalistes que personne connaît, mais qui sont dans des cercles privés, et du coup, il y a le bouche à oreille, ils sont très, 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 très chers. Alors que, je te dis leur nom, tu vas me dire, je sais pas qui c'est, quoi.
Donc le 3, c'est que vaut ta marque. Ça peut être, moi, ma marque, je n'ai pas de marque. En fait, ma marque, c'est Thibault Louis, quoi. Donc c'est du personal branding. Et le 4e pilier, c'est, je vais plutôt parler de process et automatisation. C'est comment ton business, il est huilé. C'est-à-dire, en gros, si quelqu'un achète chez toi et qu'il n'y a rien qui est fait et que tu dois lui envoyer la facture, attendre qu'il te fasse le virement, derrière, tu dois l'appeler pour lui dire tu fais ci, tu fais ça, etc. T'as pas des bons process et des bonnes automatisations. Si la personne achète, qu'il y a une automatisation et il reçoit ses codes d'accès, ensuite, il est redirigé vers une page. La page, elle lui dit tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois faire ça, que tu as un tracking sur un logiciel ou un truc comme ça qui t'explique que le mec, il n'a pas fait telle action, donc en fait, il faut qu'il fasse une action. En fait, c'est des robots, quoi. Et mieux ton business il est huilé, et plus ça tourne, et plus en gros, tu vas répéter des actions à l'échelle. Et donc voilà, ça c'est l'autre outil, c'est il faut des process, des automatisations. Il faut éviter en fait que tu aies à chaque fois à refaire la même chose à chaque fois, quoi. En gros, si tu dois refaire une tâche à chaque fois, en fait, soit tu l'automatises, soit tu la délègues. Et ça, c'est le 4e pilier. Moi, quand j'ai parlé avec Mélissa, elle m'a dit, t'as trop d'offres. Elle m'a dit un truc intéressant. Elle m'a dit en business, quand tu ouvres une porte, il faut en fermer 2 derrière. J'ai toujours cette phrase en tête. Tu vois, quand je vais lancer un truc, je me dis attends Thibaut, tu vois, genre attends. Elle me dit t'as un point faible, c'est que ton business c'est le bordel, quoi. C'est le bordel, t'as pas assez de process, t'as pas assez d'automatisation. Donc, du coup, pour en fait réduire ce point faible, j'ai pris quelqu'un qui était un client pour gérer cette partie. Et du coup, ça a amélioré aussi la partie team. Et après, là où j'ai pas de problème, c'est sur la partie marque. J'ai j'ai un nombre très important d'abonnés sur les réseaux, enfin très important. Je suis dans les 0,1% sur LinkedIn, donc je suis dans la tranche haute. Après, tu peux toujours faire plus, tu peux toujours faire mieux. Je suis pas la situation, mais je m'en fous en fait. L'important pour moi, c'est pas le nombre d'abonnés, c'est la qualification potentielle de l'abonné pour le transformer en client en fait. Ouais, c'est ton canal d'acquisition. Ouais. Hyper intéressant. Et du coup, là, ceux qui nous écoutent, s'ils veulent faire un petit bilan, un petit audit, ils peuvent juste mettre une note sur 10, c'est ça? Ouais. Chaque pilier, ils mettent une note sur 10, ils vont du coup avoir une note sur 40. Et l'objectif, c'est de l'améliorer. C'est quoi la bonne note? À partir de combien tu peux dire lui, ça s'y marche? Tu peux avoir un business très déséquilibré. Tu vois, tu peux avoir 0 en team, tout seul, avoir 0 process, et donc tu auras 20 sur 40, ou je sais pas, ou 15, mais quand même avoir un business à ces chiffres, hein, c'est possible. Mais je dirais que si tu veux scale entre 500 000 et 1 million à peu près, je pense que c'est quand même bien de viser au moins 30 sur 40, ouais. Trop bien. Trop bien, il me reste 2 questions pour toi. L'avant-dernière, c'est quoi le meilleur conseil que tu donnerais à quelqu'un qui a envie de tracer sa propre route? Crée ton propre média. Crée du média, crée de l'audience. Ça veut pas dire de faire des stories Instagram de toi en train de faire la fête. Ça, on s'en fout, en fait. Crée un média autonome sur lequel tu vas pouvoir attirer des gens en fait dans le même état d'esprit que toi et que ces gens ils deviennent des clients. Et c'est, si possible, de le faire sur une niche là où il y a du business à faire. Mais moi, ça a sauvé ma vie, quoi. Créer du média indépendant, quoi. C'est le plus gros propulseur, en fait. Et je réponds, et donc mon système, pour moi, c'est LinkedIn, hyper utile. Newsletter, mail, où tu fais des articles approfondis, podcast, idéalement d'interview, pour que les gens te voient et pour que, en fait, tu deviennes une sorte de référence dans ton domaine. Et n'écrivez pas de livres, s'il vous plaît. Je conseille aux gens de ne pas écrire de livres. C'est à la limite, faites un podcast. Je trouve que tu fais plus de levier avec ça. Ouais, parce qu'un livre, ça fait pas d'oseille. Ah non. Sauf si tu t'appelles Michelle Obama. Mais Trop bien. Dernière question. Si tu devais t'écrire une note à toi-même, aujourd'hui, ça serait quoi? Je dirais, sois pas si dur avec toi. Trop bien. Merci beaucoup, Thibaut. Avec plaisir, merci de l'avoir reçu.
Si vous avez kiffé l'épisode, laissez des commentaires, likez, partagez en story. Avec Thibaut, on sera trop content de voir que vous avez écouté. Écrivez-nous des messages. Et puis, on vous embrasse et on vous dit à très vite sur Note à moi-même. Et suivez-moi sur Instagram pour qu'il passe les 10K. Pour qu'il passe les 10 000. Allez le suivre, Thibaut Louis 2. Voilà. Allez le suivre. Il est bientôt à 10 000. Donc, s'il passe à 10 000 après ce podcast, il va vous remercier. Ouais. Voilà. Bisous. Ciao.